nouveau sur l'industrie des voitures électriques, mais aussi du côté des satellites Starlink pour les connexions Internet, mais aussi les interventions du clan MAGA qui gouverne les États-Unis vis-à-vis de Wikipédia. On revient aussi sur Sora, le TikTok de ChatGPT, uniquement avec des vidéos générées par IA et globalement plusieurs sujets sur l'intelligence artificielle. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 14 octobre 2025. C'est la date officielle de la mort de Windows 10 et c'est l'épisode 433. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je ne suis pas seul, bien entendu. Je suis avec lui, il est à la tech, ce que le cordon bleu est à une cantine scolaire. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu et surtout, est-ce que tu aimes le cordon bleu ? Oui, non mais je suis ravi de savoir que je suis comme une espèce de junk food roborative, mais moi néanmoins pas de très bonne qualité, mais néanmoins réconfortante. Hein, ça dépend, il y a des cordons bleus de très grande qualité. J'ai vu des recettes revisitées de cordons bleus dans certaines éditions de Top Chef incroyables. Et c'est vrai que t'as raison, il y a un côté junk food, mais dans la cuisine de tous les jours, quoi. C'est un mélange peut-être parfait entre les deux. C'est peut-être ce qui marie le mieux la junk food et la bouffe traditionnelle, je sais pas. Est-ce que, Guillaume, ta quête de la télé non connectée, la plus simple qui soit, celle qui sert juste à diffuser ce que tu veux diffuser, à avancer ? Tu nous parlais il y a 2 semaines de ce constat, que tu n'avais pas été le seul à faire en l'occurrence, de l'impossibilité aujourd'hui de trouver des télés qui n'aient pas une surcouche logicielle, une interface qui nécessite une connexion, des mises à jour. On pouvait d'ailleurs craindre l'arrivée de la pub sur nos TV. Justement, Guillaume, l'actualité donne un peu raison à cette inquiétude, mais du coup, j'imagine que tu n'as pas avancé. Ah bah non, mais en fait, bon, il y a eu beaucoup de discussions cette semaine. Hein. J'ai ça pas a fait vraiment parler. Suivi, je l'avoue. Bon, alors il y a eu ça qui a fait parler. Il n'y a pas eu que ça, évidemment, mais bon, j'étais un peu ailleurs. Puis j'étais un peu malade aussi, donc voilà, j'étais pas très dispo. Mais j'ai quand même remarqué, et ça rassure hein, que j'étais pas le seul à chercher des télés pas intelligentes, mais que c'était pas non plus la tendance du tout. Hein. La tendance du moment, c'est l'inverse. Hein. C'est même de créer des moniteurs intelligents. Il y a un auditeur qui nous a relayé qu'en fait, même les moniteurs PC, maintenant, ils se croient obligés de mettre des couches logicielles. C'est l'enfer. Des appareils qui se contentent de faire le boulot sans s'autoriser à se connecter partout, ça va devenir un luxe. Tout comme de ne pas avoir de pub partout, du coup. Puisqu'après, les pubs sur les frigos Samsung, il y en a sur les télés Samsung. Puisque Samsung Ads est désormais une régie pub à part entière et généraliste qui va afficher des annonces pour n'importe quelle marque sur l'écran d'accueil des télévisions. Donc vous n'aurez pas seulement des pubs pour des services de streaming qui collent à peu près à l'ambiance. Non, vous aurez des pubs pour Aldi, pour Tena. Voilà, quand vous aimez votre télé, c'est génial. De toute façon, apparemment, c'est très rentable, hein, donc ça va arriver. Mais bon, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, Amazon aussi met de plus en plus d'annonces sur ses Echo Show, des pubs qui sont jugées parfois tellement invasives que certains regrettent leur achat, voire le ramènent au magasin. Alors, c'est ce qu'on constate en fait sur des témoignages sur Reddit et les réseaux sociaux. En vrai, c'est difficile de quantifier à quel point les réactions de certains ronchons, comme moi, peuvent nuire à la vraie rentabilité du produit. Et je crains que ça ne soit pas tant que ça, malheureusement. Effectivement, on va voir si c'est une tendance qui se vérifie, mais nul doute effectivement que ça va s'accentuer d'avoir de plus en plus d'affichage. On parlait aussi des pubs sur les écrans des télés, donc voilà, ça va venir aussi. Hein. Vous allumez votre voiture, vous rentrez dedans, et puis vous avez tout simplement de la pub qui s'affiche juste avant de démarrer. Hein. Imagine, peut-être pour acheter des yaourts, que sais-je. Ça me fait penser aussi aux Kindle qui sont vendus 10 € moins cher si vous acceptez d'avoir des pubs sur l'écran d'accueil de votre liseuse. Faites pas ça, hein, pitié. Respectez-vous, faites pas ça. Payez les 10 € qui vont bien, quitte à acheter un Kindle. Si c'est que 10 balles, ouais. C'est vrai que c'est ça qui est fou avec Kindle, c'est que la différence de prix n'est pas énorme, quoi. Donc ouais, faites l'effort d'acheter 10 balles de plus, ou peut-être mieux, acheter une liseuse qui ne soit pas Amazon. Tech Café, c'est un podcast que vous écoutez grâce à ses soutiens sur Patreon. Merci beaucoup à C'est Chaud, à Phil Hip, à Jplay N, César IO qui foule le tapis rouge des nouveaux abonnés à Tech Café sur Patreon. Plus d'infos sur patreon.com/techcafé. Le lien est tout en haut de la description de cet épisode. Je vous en reparle un petit peu plus tard dans l'épisode de Patreon. Et je vais prononcer Patreon parce que je le fais bien à la française maintenant. Et surtout, Guillaume, j'ai une idée de chanson qui va permettre aux auditeurs et aux éditrices d'encore plus penser à soutenir Tech Café. Je n'en dis pas plus. En attendant, sans autre forme de procès, on va parler... C'est pas moi qui vais chanter, rassure-toi. Sans autre forme de procès, on va donc parler de véhicules électriques, de la tendance de l'industrie avec des voitures électriques, avec des batteries. Tenez-vous bien, de 800 km d'autonomie, risque de prendre feu avec des recharges vraiment très rapides. Et ben oui, c'est ce que permettent les nouvelles générations de batteries qui ne sont pas basées sur du lithium. C'est des batteries à semi-conducteurs, solid state batteries, doit-on dire. Ça va changer probablement l'industrie des voitures électriques, mais ça n'arrivera peut-être pas tout de suite, Guillaume, c'est ça ?
Ouais, alors, enfin, ça peut être des batteries au lithium aussi, en fait, hein, ça peut dépendre. C'est vrai qu'on a probablement déjà parlé, peut-être même plusieurs fois, de l'avenir des batteries. Et l'avenir et c'est du solide, franchement, c'est du solide, hein, littéralement. Alors je sais qu'une batterie de portable ou de voiture, c'est déjà assez lourd et pas particulièrement fluide, hein, ça a pas l'air d'être trop mou. De base, pourtant, à l'intérieur, il y a un liquide, il y a un électrolyte, ou moins un gel, qui baigne la cathode et l'anode et qui s'échangent des ions lithium, lors de la charge, lors de la décharge. Alors un peu plus précisément, hein, quand on charge une batterie, tu as des ions lithium, qui quittent la cathode, donc c'est des ions positifs, hein, et ils se baladent dans l'électrolyte et donc dans cette espèce de liquide. Passe par une membrane qui isole bien les électrodes entre elles, parce que c'est vrai, c'est important pour éviter les courts-circuits, tout ça. Et puis, les ions lithium positifs donc vont vers l'anode, hein, donc qui est négative, et ils se nichent bien confortablement, bien peinard, bien cosy, dans des petites cellules de graphite comme ça. Et à la Comme un chat décharge, dans son panier. c'est exactement l'idée. Voilà, c'est vraiment, ils sont bien tranquilles. Et puis à la décharge, ben, il se passe exactement l'inverse. Or, ce liquide, c'est un facteur limitant pour les batteries actuelles, et le graphite aussi d'ailleurs. Alors déjà, il est inflammable, hein, puis il prend un certain volume, hein, et c'est un truc qui n'est pas actif. Il se limite à faire passer les trucs, mais il n'est pas actif lui-même. Donc il limite un peu la densité énergétique de la batterie. Et en plus, il met une limite aussi à la vitesse à laquelle les ions se baladent, et du coup à la vitesse de charge aussi. Ouais, les batteries au lithium fonctionnent plus ou moins comme ça depuis une bonne trentaine d'années, hein, quand Sony a sorti son premier caméscope à batterie au lithium en 91. En se basant sur les travaux des années 50, hein, Sony a été le premier à commercialiser un produit viable, même si aujourd'hui, c'est incroyable de voir le prix au kilowattheure de l'époque, hein. Le prix au kilowattheure Mm. de la batterie Sony de 91, c'était 100 fois plus cher à peu près, hein, que ce qui se fait aujourd'hui. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, ça a bien baissé. Alors, très grossièrement, on peut dire qu'il n'y a pas eu de gros changements de chimie dans les batteries. Il y a eu d'énormes Mhm. progrès industriels au niveau de la production, hein, qui a permis de les rendre super courantes. Peu chères et relativement sans danger, parce que oui, une batterie, c'est inflammable, hein, ça peut dégager des fumées toxiques si ça crame. Et si ça crame, d'ailleurs, c'est très très difficile à éteindre. Donc, il y a eu énormément de recherches et de soins apportés aux mesures de sécurité pour minimiser le problème. Et c'est un problème qui, heureusement, reste rare, hein. Par exemple, sur les voitures, les stats montrent qu'il y a 25 feux de batterie pour 100 000 voitures vendues, alors qu'il y aurait 1500 feux pour 100 000 voitures à essence. Ce qui me paraît beaucoup, mais bon, c'est les chiffres qui sont dans l'article. Donc, bon, a priori, voilà, c'est. En même temps, c'est vrai que les voitures à essence, elles ont quand même aussi des réservoirs de trucs inflammables, hein, carrément. Oui, Et effectivement. donc, voilà, après, les feux seraient bien plus délicats à éteindre dans le cas des batteries, mais ils sont aussi plus rares. Bref, qu'est-ce qu'on veut, nous? Nous, on veut une batterie plus légère, plus sûre, plus puissante, qu'on recharge plus vite, et tout ça, c'est possible. Mais il faut virer Ah. l'électrolyte. Et c'est devenu envisageable depuis un bon moment, depuis une vingtaine d'années à peu près, depuis la découverte de solides superioniques, et en particulier des composés superioniques qui soient riches en lithium. Alors, un machin superionique, en gros, c'est un solide, hein, donc c'est un cristal, une structure Mhm. cristalline avec des atomes comme ça Un truc dur, ok. qui sont un truc dur, hein, constitué d'un réseau cristallin, c'est-à-dire des atomes qui sont arrangés de manière très bien rangée, comme ça, très bien ordonnée. Et c'est un cristal qui conduit les ions. En fait, un peu comme un métal conduit les électrons. Dans un solide superionique, il y a des zones du cristal qui sont moins denses et qui agissent comme des sortes de trous dans lesquels peuvent se loger des ions. Et alors, des ions qui dépendent du matériau, hein. Et en fait, ces ions peuvent se balader de trou en trou. Et donc, on a une circulation d'ions dans un solide, comme on a une circulation d'électrons un petit peu, mais là, c'est des ions qui peuvent être tout à fait positifs d'ailleurs, c'est le cas des ions lithium. Et voilà, donc vous avez, quelque part, c'est un solide qui est conducteur d'ions. Et donc, on a en principe pas besoin de liquide ou de gel pour laisser passer les ions d'une anode à une cathode, ou l'inverse, ça pourrait se passer dans un solide. Donc, ça serait plus dense. Bon, c'est un truc qui coule pas, évidemment, hein, et puis c'est un truc qui ira à une vitesse aussi très supérieure. Enfin, la vitesse des ions serait très supérieure. Donc, une batterie solide, en fait, ça pourrait être un oxyde de lithium superionique, hein, qui contient des ions, un séparateur et directement une anode en lithium métallique. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de graphite, c'est-à-dire que les ions lithium qui se baladent, en fait, ils vont directement s'agglomérer sous forme de métal. Et du coup, c'est beaucoup plus compact. Il n'y a plus besoin, ils sont tous les uns contre les autres, et il n'y a plus besoin d'avoir ces petites niches comme ça de graphite qu'on a actuellement. Alors, le potentiel est très très grand, il est tellement grand que toutes les marques se sont mises dessus. En Mhm. fait, elles ont investi collectivement des milliards de recherche et développement depuis une bonne décennie. Et puis pendant ce temps, évidemment, les batteries standards ont continué à faire des progrès quand même, hein, et c'est vrai qu'on les maîtrise à la quasi-perfection aujourd'hui, hein, les batteries standards qu'on connaît tous, hein. Leur coût continue de baisser d'ailleurs, à tel point qu'on peut se demander si la concurrence solide pourra jamais se faire une place sur le marché, parce qu'elles ont, elles ont un petit peu de retard en quelque sorte, hein. Mais il y a quand même des bonnes raisons, il y a quand même surtout une bonne raison, hein, pour laquelle tout le monde reste quand même sur le coup et met de gros espoirs sur les batteries solides. Parce que pour le moment, c'est la Chine qui domine 70% du marché des batteries. Et donc les batteries solides, ça serait pour l'Occident une manière de reprendre la main. Donc il y a Eh oui. Toyota, il y a Volkswagen, il y a Honda, il y a une foule de startups qui sont sur le coup avec diverses variantes de matériaux, hein, qui ont toutes leurs
de tous leurs sales caractères. Parce que c'est des matériaux qui ont un sale caractère en général. C'est des matériaux qui Ils sont sont pas capricieux. faciles à manipuler. Non, vraiment. C'est pas encore pour tout de suite, hein. Mais bon, ça semble se préciser pour demain. Et d'ailleurs, enfin demain ou après-demain, ça dépend un peu comme tu le vois, puisque il y a Toyota qui a fait un partenariat là, dernièrement avec Sumitomo Metal, pour mettre sur le marché une batterie solide en 2027. Alors C'est concrètement, bientôt. là, ouais, et concrètement, c'est quand même vraiment cool, hein. La promesse, c'est de dépasser les 1000 kilomètres d'autonomie pour une voiture. Ouais, c'est C'est énorme. bien 30% de mieux qu'aujourd'hui, hein, avec des batteries qui seraient plus sûres, qui chauffent moins, qui seraient plus légères. Sans graphite, elles auraient aussi une durée de vie plus longue, parce que le graphite s'abîme en fait, hein, lors des cycles de charge et décharge. Et donc on serait sur du 10 000 cycles. Enfin, 10 000 cycles, c'est beaucoup, hein, c'est vraiment C'est énorme, énorme. hein. Et donc, on aura aussi une meilleure mobilité d'échange. Et cette meilleure mobilité d'échange, elle pourrait aboutir à des recharges très très rapides, puisqu'on pourrait charger en théorie une batterie en 10 minutes. Donc, ça va de 10 à 80% en 10 minutes. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, on peut citer aussi Samsung, qui est sur les rangs pour 2027. Il y a aussi Solid Power, qui est en partenariat avec BMW et Ford. Il y a QuantumScape, qui a fait une démo avec une Ducati V21L chargée à peu près 12 minutes. Là encore, de 10 à 80%. Donc on en a parlé longtemps, hein, de la nouvelle génération des batteries. Ça pourrait arriver d'ici une année et bon, ça pourrait améliorer à terme à peu près enfin, les voitures et probablement tous les appareils qu'on utilise, quoi. C'est intéressant aussi de souligner, tu parlais de la sécurité qui était liée à ces batteries. J'ai vu passer pas mal d'évolutions dans la manière dont gèrent la sécurité les compagnies d'aviation. Et effectivement, il y a maintenant des restrictions dans pas mal de compagnies d'aviation, de l'utilisation et le fait d'emporter, d'avoir avec soi des chargeurs, tu sais, les petits chargeurs pour les smartphones. On n'est évidemment pas dans la taille d'une dimension d'une batterie, mais on est dans des enjeux de sécurité puisqu'il y a eu quand même quelques accidents. Et il y a certaines compagnies maintenant qui elles t'autorisent à avoir ton chargeur de batterie, ta batterie, chargeur de smartphone, mais de pas t'en servir. Bref, on sent que c'est un truc qui est quand même pas complètement sécuritaire et si jamais on arrive à trouver des alternatives, je pense que ce sera peut-être pas plus mal. J'ai l'impression que ça veut pas dire non plus qu'il faut, refuser d'acheter un véhicule électrique aujourd'hui. Je me posais la question en fait, vu ce que tu disais, je me demandais si c'était la bonne période pour acheter un véhicule électrique ou est-ce qu'au contraire, il faut attendre que ce type de technologie arrive, puisqu'a priori ça va arriver et vraiment c'est un game Alors, changer, j'ai l'impression, c'est vraiment c'est une amélioration qui sera absolument notable d'ailleurs. C'est vrai que les technologies évoluent assez rapidement dans le domaine de l'électrique, de la voiture électrique. Et la réponse à ça, mais évidemment ça les arrange bien, la réponse des constructeurs à ça, c'est passer au leasing, comme ça vous n'aurez pas de mmh, problème. effectivement, c'est une façon de voir les choses et en même temps, on a vu des articles, en France, hein, qui soulignaient à quel point le leasing, c'était effectivement quelque chose qui, au final, revenait quand même bien plus cher que l'achat d'un véhicule. On parle de véhicules électriques. Qu'est-ce qui vous vient naturellement en tête? Je vous vois venir, c'est Tesla, forcément. Et justement, on va parler un petit peu de Tesla et du marché des véhicules électriques aux États-Unis. Et il y a un truc en particulier qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, il y a les aides fédérales pour l'achat de véhicules électriques qui sont bel et bien terminées là, depuis le 1er octobre. C'est un changement qui est lié à la mise en application on vous en avez parlé, je cite, One Big Beautiful Bill Act. Je me suis rendu compte que ça faisait presque, à une lettre près, ça faisait Obama, hein. À une lettre près, ça fait Obama. Bon, c'est d'ailleurs, en tout cas, l'occasion de parler, évidemment, vous l'avez compris, de Tesla, qui a lancé aussi des nouvelles versions des modèles 3 et des modèles Y, qui sont, Guillaume, moins chers. Oui, on parle de batterie, c'est vrai qu'on peut parler un petit peu du marché. C'est vrai que c'est chahuté en ce moment, les États-Unis. D'ailleurs, tu as vu, Trump a remis un coup de 100% de taxes sur les produits Et allez, chinois, en 100% de plus plus, ouais. de, je sais pas, je crois que c'est même en plus des 40%, je ne sais plus exactement. Oui, c'est en En plus des même, 40%, effectivement. en même temps, apparemment, les boîtes étrangères en Chine doivent demander une licence si elles veulent exporter des biens qui contiennent des terres rares. Du coup, ça leur donne enfin, quand même un contrôle assez important. Et puis toutes les boîtes tech, en fait, imaginables, je veux dire, font des trucs avec des batteries, enfin, je sais pas, ça, Bah oui. c'est assez... Enfin bon, peut-être que ça aura changé quand vous écouterez l'épisode, de toute façon, parce que ça change tout le temps. Tout le monde change d'avis tout le temps, je sais plus. Mais bon, voilà, on se recentrait sur, effectivement. Donc, avant, il y avait 7500 dollars de crédit d'impôt pour une voiture électrique neuve et 3000 pour une occasion. Et face à ça, les constructeurs, donc, ils ont pas, donc c'est plus le cas, hein, voilà. Et donc, face à ça, les constructeurs, qui doivent quand même vendre leurs véhicules, hein, maintiennent parfois des bonus pour les leasing en particulier d'ailleurs. Parce que, bon, Mmh. ils peuvent le faire, hein, donc ils maintiennent ce genre de truc. Ils baissent un peu les prix aussi. Et au cas par cas, les États prennent le relais. Et de fait, les prévisions de départ de marché pour l'électrique aux États-Unis sont presque divisées par deux entre 2025 et 2029, hein, puisqu'on C'est passe de énorme. 15% l'an prochain à 8% et de Tu te rends compte? 25 à 12% en 2029. C'est Cela dit, aberrant. ça continue quand même à monter.
Enfin, Mmh. ça monte juste plus lentement, quoi. Hein. Et ce Mmh. qu'il faut retenir, on passe quand même de 8% cette année à 12 dans 4 ans. Donc, bon, il table quand même sur une montée sur une progression. Les experts prévoient un ralentissement, quoi, en gros, mais pas un effondrement du marché. Voilà. Le marché continue de se diversifier d'ailleurs énormément et parfois il y a énormément, enfin d'ailleurs on peut même voir que cette année il y a 1,5 fois plus de modèles l'an prochain il y aura 1,5 fois plus de modèles que cette année, quoi. Les prix restent néanmoins assez élevés, mais il y a de plus en plus d'options autour des 30 000, on va dire. Et c'est vrai que ça nous amène à la grande news Tesla, enfin la grande news entre Mmh. guillemets Tesla, hein, l'arrivée de ces modèles 3Y standard, un peu moins chers que les premium, qui partent donc respectivement à 37 000 et 40 000 $, hein, voilà, essentiellement à 10 $ près. Des prix qui sont pas si peu chers que ça, parce que bon, on rappelle quand même qu'on attendait une modèle 2 à 25 000 $ il y a quelques années, Ah quoi, oui. qui n'est malheureusement jamais venu. Et pour ce prix, il y a des concessions, donc il y a quelques kilomètres d'autonomie en moins, mais enfin bon, pas énormément. Il n'y a pas de radio FM, il y a un toit plus simple, il n'y a pas d'écran pour les passagers à l'arrière, il n'y a pas de siège chauffant pour eux non plus d'ailleurs, et pas de siège rafraîchissant pour les personnes à l'avant, et bien entendu, il n'y a pas de conduite autonome. On peut s'attarder sur le toit, Guillaume? Juste une Si tu seconde. veux, oui, c'est un toit qui est Parce beaucoup que, plus simple, quoi. Il n'y a pas panoramique. en fait, c'est ça qui est hyper marrant, c'est que notamment la modèle Y qui est moins chère, c'est exactement le même toit transparent que les autres modèles. Ils ont rajouté une garniture en tissu en dessous pour que ça fasse moins premium. Alors évidemment, dans leur discours, ils visent à dire oui, ça permet d'économiser de l'énergie pour en cas de soleil, il y a moins besoin de climatiser. Est-ce que tu te rends compte quand même de la pingrerie du truc? Ils ont été rajouter une couche en tissu sous les toits en verre de la modèle Y pour la faire Et moins surtout, premium. qu'est-ce que C'est ça veut dire remarquable. de dire que c'est pour économiser de l'énergie, donc ça veut dire c'est le modèle premium, on peut péter de l'énergie, on C'est s'en ça. fout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Je- Bref, excuse-moi, c'était une parenthèse qui me tenait à Non, cœur. non, mais c'est vrai que c'est marrant et c'est bon. Alors on imagine que ces modèles pourraient booster un peu les ventes, c'est vrai, et les ventes qui apparemment rebondissent un peu, on parle peut-être plus assez des conneries d'Elon Musk, hein, je suppose que maintenant qu'il il en fait un petit peu de manière un petit peu moins médiatique peut-être. Mais donc, comme tout le monde a les mémoires courtes, hein, voilà, Tesla a vendu presque 500 000 voitures ce dernier trimestre, hein, et c'est Mmh. bien au-dessus des 450 000 attendus. C'est même 7,4% de plus que l'an dernier à la même période. Mmh. Alors par contre, les ventes de Cybertruck restent très faibles, hein. Ils en ont vendu 5 385 ce trimestre, donc Oh c'est la encore en vache, baisse de 63% par rapport à l'an dernier. Donc décidément, ouais, le Cybertruck, il trouve personne clairement en pas veut. son public, hein, voilà. Personne n'en Tu veut, le tant dis mieux. bien. On conclura par un bémol aussi, en mentionnant que la NHTSA ou un truc du style, c'est la police des autorités américaines, enquête sur de multiples crashs de Tesla en autopilotage qui mettent en Mmh. évidence apparemment des faiblesses assez récurrentes du système, puisque manifestement les Tesla n'ont pas envie de s'arrêter au feu rouge, voilà, comme nous. Comme quoi. Ah oui, Comme les elles prennent, Parisiens. Pardon, c'est ça. excuse-moi. Et puis bon, Pardon. elles ont aussi du mal avec les voies, elles prennent parfois les mauvaises voies, parfois elles tirent droit quand il faut tourner, ou même elles Comme les s'engagent à Parisiens, pardon. contresens. Ça, c'est un petit peu plus emmerdant, ça correspond à au moins 18 plaintes. Et donc, Ouais, on se dit: «Ouh, mais c'est un petit peu chaud pour les services de taxi là quand même, hein?» tu m'étonnes. Ouais, effectivement. Et j'ai l'impression qu'on garde pas aussi suffisamment à l'esprit, pour le marché au global, ce qui se passe en Chine. J'ai l'impression que là-bas, ça évolue à vitesse, très grand V et j'imagine que ça va porter aussi les choses et que peut-être tôt ou tard, les États-Unis vont se dire, «Faut peut-être pas qu'on se laisse trop distancer», même si à mon avis, la course va se Bien sûr, faire avec très rapidement la ça Chine en tête. ah mais non, mais de toute Attention, hein, il y façon, avait la Chine au niveau de production de batteries, panneaux solaires, voitures électriques, tout ce que tu veux, ils sont déjà en tête, et ouais, là, idéologiquement, de toute façon, les Américains s'en battent. En fait, ils choisissent, quelque part, idéologiquement de ne pas suivre, de ne pas évidemment. prendre ce Effectivement, ils chemin-là. préfèrent drill, Donc drill, drill pour ils s'appuyer. seront laissés sur place, mais je veux dire, ils le Mmh. cherchent, quoi, à un moment. Oui, oui, complètement, complètement. Et au passage quand même, hein, en Chine, si on veut être complet, il y a aussi eu des accusations, de constructeurs qui abusaient sur les chiffres, notamment avec des histoires de réservation de véhicules par les employés qui étaient remboursés après, juste pour faire gonfler les chiffres. Enfin bon, voilà, faut prendre peut-être aussi avec des pincettes, mais dans l'industrie au global, en Chine, c'est évidemment pas tout à fait le même panorama comme vous l'avez vu. On parle de Tesla, très logiquement, on va aussi parler des autres industries, d'Elon Musk. À commencer par Starlink et c'est, vous le savez, la constellation de satellites qui tourne autour de la Terre là, et qui nous permet d'avoir internet même quand on n'a pas accès à la fibre, même quand on n'a pas la DSL, même quand on est, perdu, parfois en rase campagne. Et on commence à avoir un petit peu de recul sur un phénomène, qui va pas aller en s'arrangeant. En fait, c'est la physique, hein, qui se rappelle à nous, mais il y a donc des dizaines de milliers de satellites et parmi ces dizaines de milliers de satellites, il y en a qui régulièrement, en gros, tombent, hein, et se désintègrent. Forcément, les problèmes, sont plus conséquents que quand c'est simplement une pomme qui tombe de la
Le truc, c'est que c'est vrai que j'ai lu une info qui m'a vraiment étonné en ce qui alors, il ne concerne pas que Starlink en fait, hein, mais C'est globalement vrai. toutes les grosses constellations de satellites qui seront actives dans un futur proche, hein, qui sont en train d'être mises en place. Et pourtant c'est logique hein, si on y réfléchit, hein, puisque tu as une flotte de milliers de satellites qui sont autant d'appareils, qui ont une durée de vie, qui sont susceptibles de tomber en panne, se prendre des débris. Enfin, Bah et oui. puis surtout, c'est des machines qui vieillissent, hein, qui finiront par devoir être remplacées. Et puisqu'on ne peut pas aller les réparer, bah, pour les remplacer, on en envoie d'autres, et puis les vieux, on les fait tomber, quoi. En fait, Ouais. on les fait descendre jusqu'à ce qu'ils se prennent un petit peu d'atmosphère, et puis ça va les ralentir un petit peu, enfin dans la très haute atmosphère, et puis ça va les ralentir naturellement, et puis ils vont donc descendre, puis ils vont finir par tomber, par faire des jolies étoiles filantes. C'est beau. Du coup, la haute atmosphère va devenir une sorte de déchetterie de nos flottes de satellites, et il y a un rythme qui est beaucoup plus important que ce que j'imaginais, parce que pas trop réfléchi. C'est un rythme de plusieurs par jour. En ce qui concerne Ah oui! Starlink, Ah la vache! OK. c'est 30 000 satellites à terme, hein, la constellation. Enfin, la full constellation Starlink, c'est 30 000 satellites. Si on part sur une durée de vie de 5 ans par satellite, ça fait dans les 5 satellites par jour qui vont se cramer dans l'atmosphère. Et actuellement, c'est déjà 1 ou 2. Et ça, c'est une constellation. C'est que Starlink. Faut pas oublier qu'il y en aura plein. Il y aura Kuiper, Ouais. puis il y aura les constellations chinoises aussi. Les constellations chinoises, elles promettent d'être énormes, hein. Et puis après, tu as toutes les constellations militaires, dont on ne sait pas tout, non, apparemment, comme les Starshield. Et puis bon, les Chinois aussi veulent une constellation de satellites militaires. Donc d'ici à 10 ans, ben, il y a une vingtaine peut-être d'appareils qui vont cramer dans notre atmosphère par jour. Mmh. Alors, en relarguant à chaque fois tous leurs matériaux, quoi, hein, puisqu'ils vont juste se vaporiser, quoi. Donc il y aura une quantité bon, faible, hein, bien sûr, à chaque fois, mais pas si négligeable que ça, de matériaux plus ou moins polluants ou toxiques, quoi. La question se pose quand même de savoir si c'est une bonne idée. La haute atmosphère, ça n'a pas été prévu pour être un incinérateur, hein, il me semble, mais bon. Mmh. Et en fait, pour le moment, on n'en sait rien. On ne sait pas à quel point ça va devenir un problème. Il y a déjà 10% des particules aérosols là-haut qui proviennent d'appareils cramés, hein, en tout genre. Ça pourrait monter à 50% très vite. Et cette pollution, pour le moment, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas à quel point c'est dangereux, à quel point c'est problématique. Bon, voilà. Et d'ailleurs, même si la pollution, vous vous en foutez, il reste le fameux problème du syndrome de Kessler. Avec le syndrome de Kessler, c'est quand il y a un effet domino, c'est-à-dire, en gros, vous avez une orbite qui devient saturée de déchets, au point que plus personne ne peut y aller, hein. Parce qu'en gros, quand la densité de débris augmente à une altitude donnée, quand elle atteint une valeur seuil, quand vous créez une collision, qui va créer beaucoup de débris, ça va entraîner encore d'autres collisions qui vont créer encore plus de débris et ainsi de suite en cascade, quoi, donc comme ça. Le syndrome de Kessler est de plus en plus probable en réalité en orbite basse. Alors évidemment, les satellites peuvent manœuvrer pour éviter les déchets connus, tu vois. Mais quand même, hein, il commence à y avoir vraiment beaucoup de satellites, hein. Et puis surtout, on peut imaginer, et c'est pas de la science-fiction, hein, qu'il y ait une tempête solaire qui Mmh. grille une partie de la constellation. Mmh. Et s'il y a que 10% d'une flotte de milliers de Starlink même s'il y a que 1%, hein, s'il y a 1% des 30 000 satellites Starlink qui crament, ça fait 300, ça fait 300 gros débris, hein. Ça fait des gros débris. Des gros débris qui sont incapables de manœuvrer, donc incapables d'éviter les collisions. Et donc, quand ils s'en prennent une, ils explosent, et ça fait encore plus de débris, etc., etc. Donc, c'est quand même emmerdant. Et le pire de tout, c'est qu'il pourrait y avoir encore pire qu'un syndrome de Kessler aussi autour de 600 km vers là où sont les Starlink. C'est un syndrome de Kessler plus haut. Parce qu'en fait, en orbite basse, naturellement, de toute façon, les trucs perdent de l'altitude petit à petit. Mmh. Et en fait, ils finiront par se griller eux-mêmes. Donc, ça serait très long, en gros, mais ça serait pas forcément définitif. Par contre, si les débris sont au-delà de 1000 km, s'ils sont vraiment trop hauts, ils restent là virtuellement pour toujours, quoi. Donc, et or, les Chinois, ils veulent en mettre plein des satellites à cette haute hauteur, de 1000 km. Donc, si un jour on a un problème de Kessler, style Kessler à 1000 km, bon, comment dire, on est bien grillé, quoi. Écoute, espérons au moins que ça nous protège peut-être, non, peut-être même pas, j'imagine d'astéroïdes qui pourraient venir, mais non, même pas en fait, Alors, c'est même non, pas mais pas du tout. tu vois, je m'imaginais naïvement que ça pourrait servir de bouclier, mais en fait, même Oh, pas du tout. non. C'est tellement rien. Écoute, on va, espérer que tout cela, se clarifie tout en ayant bien conscience que c'est un état de fait qui va forcément s'accentuer avec le temps. On le mesurera, mais effectivement 1 à 2 par jour, c'est juste énorme et en fait, on va voir, oui, on verra comment ça évolue. En attendant, on va, revenir sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui ne faiblit pas. Elle est déjà en toile de fond des sujets qu'on aborde depuis le début de l'épisode. Et aux États-Unis, il y a un durcissement énergétique pro-IA, des coupes fédérales dans la tech dédiées à l'environnement. Et j'ai l'impression qu'au final, on va le voir, les capitaux privés qui maintiennent un peu les gestes en faveur d'une transition énergétique, Guillaume.
Oui, mais c'est, désolé. Ça C'est te rend malade toute cette histoire, Ah tiens, bah, j'ai c'est clair. l'impression. Non, mais c'est vrai que Trump, il aime pas les énergies renouvelables, hein. D'ailleurs, il nous l'a bien dit, hein, qu'on allait descendre en enfer De la avec merde. ça, l'Europe, c'est l'enfer. Tu sais, à l'ONU, ils nous avait dit ça: «C'est Ah ouais. horrible tout ça, l'Europe, c'est horrible». Mmh. Bon, il doit être content parce que d'après Jefferies, la demande en énergie des data centers va provoquer une croissance du charbon. C'est un truc de fou, hein. Pour la période 2026-2028, il y a des centrales à charbon qui vont alimenter des data centers parce qu'elles sont là, déjà, et puis parce que c'est encore moins cher que le gaz, hein, tout simplement. Alors, résultat, dans les 2 ans qui viennent, la production électrique à base de charbon pourrait croître de 11% avec des centrales qui éviteraient le démantèlement, ce qui est favorisé aussi par les politiques actuelles, hein, qui, écologiquement parlant, on s'en fout complètement, quoi. Et d'ailleurs, écologiquement parlant, c'est pire que tout, le charbon, attention. Alors Ouais. évidemment, ça émet énormément de CO2, c'est un gros porc, hein, le charbon, c'est vraiment ce qu'il y a de pire à ce niveau-là. Mais c'est aussi super crade. Et le charbon, ça émet des suies, des particules fines en pagaille, enfin, c'est une cata, quoi. Alors, c'était pas bien brillant déjà avec le recours de plus en plus courant aux centrales à gaz, hein, en appoint, parce que, bah, voilà, les centrales à gaz, c'est plutôt facile à déployer, ça donne une autonomie énergétique à relativement peu de frais. D'ailleurs, XCA avait utilisé des turbines à gaz pour ces data centers en pleine ville, d'ailleurs, hein, ça avait posé des soucis. Et le gaz, c'est pas terrible non plus, hein, ça pollue. Niveau carbone, bon, évidemment, c'est pas franchement génial, mais enfin bon, par rapport au charbon, c'est du bonheur. Ça, c'est pour dire. Morgan Stanley a estimé l'an dernier qu'en 2030, les data centers du monde émettraient 2,5 milliards de tonnes de CO2, soit 3 fois plus que si on n'utilisait pas d'IA. Donc les IA génératives pourraient tripler notre consommation au niveau des data centers, à tripler la consommation des centres de données. D'une manière générale, désormais, l'Amérique s'en fout royalement, officiellement, donc là, tout va bien. Enfin, le gouvernement, oui, mais le truc, c'est qu'en réalité, ça fait pas forcément les affaires du secteur privé. Parce que le département de l'énergie vient de couper des milliards de subventions en contrat pour une multitude d'entreprises, de très grosses, hein, mais aussi des startups. Et en gros, tout ce qui touche de près ou de loin à un truc qui ressemble au minimum à de la transition écologique, ça passe à la trappe. De manière assez absurde même d'ailleurs, parce que tu as General Motors qui perd 500 millions qu'il aurait utilisé pour réaffecter une usine à de l'électrique et de l'hybride, hein. Il y a Ford, Stellantis, Volvo, Daimler qui perdent tous des millions. Mais on a aussi une foule de startups qui faisaient des trucs, je sais pas, des matériaux, des pièces pour les batteries, ou qui produisaient du ciment, juste. Ils produisaient du ciment moins émetteur de CO2, donc ils avaient des subventions pour ça, bah, on les coupe. Il y en avait qui recyclaient les batteries de voitures, il y en avait une qui faisait de l'isolation de bâtiments. C'est-à-dire, je vois quand même assez mal comment cette croisade purement idéologique, hein, pourrait faire du bien à l'économie et promouvoir des secteurs industriels nouveaux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment Mmh. très, très étrange. Mais il y a quand même des signes significatifs que tout espoir n'est pas perdu parce que si on regarde, ce que font les grands fonds d'investissement, bah, là, on a quand même Brookfield et EIP qui injectent encore plus d'argent que jamais, hein, en tout cas qu'en 2021 dans le secteur de la transition énergétique, hein, puisqu'il y a, 24 milliards pour Brookfield et c'est un tiers de plus qu'il y a 4 ans. Il y a 1,36 milliards pour EIP, c'est 40 de plus que leur dernière ronde. En réalité, depuis 10 ans, les grands fonds d'investissement se sont déjà beaucoup, investis, dans cette transition, quoi, hein. On peut estimer ça à peu près d'ailleurs 1 000 milliards de dollars au total, en cumulé sur 10 ans depuis 2014. Ouais, quand même, la Quelles que vache. soient les lubies du pouvoir en place, économiquement, tu vas pas changer ça du jour au lendemain, c'est ridicule, quoi, Mmh. c'est tout, c'est juste ridicule. Et en fait, même si l'obsession de Trump va, forcément ralentir un peu tout ça, hein, ça changera pas fondamentalement la donne à long terme. Enfin, à moins d'un truc vraiment catastrophique à base de guerre civile ou de pouvoir totalitaire, je sais pas, évidemment, on peut toujours imaginer des trucs, mais sinon, voilà, l'électrification, elle est lancée, elle va continuer, hein, parce que, Mmh. grosso modo, c'est rentable. En vrai, c'est en vrai, si tu veux faire, déployer des capacités facilement et rapidement, le solaire, c'est encore ce qu'il y a de moins cher, hein, pour le moment, hein. Alors 40 moins vite, selon l'IEA que sinon, mais l'électrification va continuer, même aux États-Unis. Et pour le reste du monde aussi, hein, d'ici à 5 ans, les capacités de renouvelables auront doublé, c'est ces estimations évidemment, parce que dans 5 ans, mais c'est la Chine qui va mener le bal, hein, on en est, voilà, on en était évidemment, convaincus. Il y a l'Inde aussi qui accélère beaucoup, il y a l'Europe, hein, en embuscade. Les experts de DNV donnent un peu d'espoir, hein, puisque selon eux, 65% de l'énergie électrique mondiale serait renouvelable en 2040 et la totalité en 2060. Pour eux, toute l'électricité du monde en 2060 serait renouvelable. Alors, on parle bien que d'énergie électrique, hein, voilà. Donc ça veut dire qu'on continuera à émettre, du CO2 par d'autres biais, hein, attention. Mais bon, ça veut dire qu'on en émettrait 60% de moins par rapport à aujourd'hui quand même. Bon, il prévoit aussi que le réchauffement prévu à l'horizon 2100 reste de 2,2 degrés, ce qui va quand même faire très mal, hein. Effectivement.
On va continuer du coup avec ce contexte-là qui est installé et puis on a un sujet d'utilisation de ces data centers avec de l'IA, avec Grokipédia. Alors je crois que j'en avais parlé, j'en avais touché quelques mots, mais en fait c'est passé complètement à la trappe et ça mérite qu'on s'y attarde. Dans le domaine de la tech, il y a une des cibles favorites du clan MAGA aux États-Unis, c'est Wikipédia. Bon, vous le savez, je ne vais pas vous présenter Wikipédia, mais c'est l'encyclopédie collaborative. J'ai l'impression que tout le monde ne sait pas bien comment fonctionne Wikipédia, donc on va peut-être pouvoir en retoucher un petit mot, mais en gros, c'est un des plus beaux outils que le web a pu apporter et c'est reconnu comme ayant une fiabilité énorme par rapport aux anciennes encyclopédies qu'on avait, qui étaient statiques, qui étaient figées dans le temps. Et ça reste aussi, je pense, un superbe exemple de fonctionnement assez vertueux et collectif parce que il y a l'édition qui est ouverte à tous les volontaires et en même temps, il y a des règles de fonctionnement qui sont clairement établies qui font que on peut quand même difficilement, durablement mettre n'importe quoi. On peut mettre n'importe quoi sur Wikipédia, mais ça ne va pas rester durablement en place. Et ça garantit d'être au plus près de la réalité et d'écarter des dérives de désinformation, bien évidemment. Mais voilà, forcément, quand on veut tordre la réalité à son avantage, c'est pas pratique Wikipédia. On peut pas y mentir en toute impunité, ça peut pas durer. Donc le mieux, c'est de dire que Wikipédia, c'est trop woke et qu'il faut une alternative. Et c'est Musk qui veut s'y coller, Guillaume, avec un autre Wikipédia, mais pas woke cette fois. Oui, de toute façon, il n'y a pas que Musk en fait qui a attaqué Wikipédia cette semaine, enfin dernièrement, là, il y a Ted Cruz aussi, donc le sénateur républicain qui repart encore à l'attaque. Alors, bon, en fait, bon, Ted Cruz, il a envoyé une lettre menaçante à Wikipédia pour lui dire qu'elle était trop de gauche et qu'il fallait mieux contrôler le contenu, qu'il était trop biaisé, tout ça, tout ça. Comme si la fondation Wikimedia contrôlait quoi que ce soit, en fait. Je veux dire, Wikipédia, tu viens de le dire, c'est collaboratif, les éditeurs s'arrangent entre eux, en fait. Le fait que ça soit autorégulé, c'est quand même le principe de base, et apparemment, Cruz n'a pas bien compris, quoi. Donc les avocats de Wikipédia vont lui répondre patiemment et poliment, donc ils vont probablement lui dire courtoisement d'aller se faire mettre, d'autant que le but de cette lettre n'était pas clair du tout, parce que c'était juste ça, en fait. C'est une lettre d'un gonze qui râle, pas de procédure judiciaire, rien de formel. Mais bon, après, évidemment, ça pourrait venir, et ça, c'est toujours une menace qui plane au-dessus de Wikipédia. Et c'est pas la première fois que les magas s'en prennent, et les républicains au sens large se prennent à Wikipédia. Un des grands autres adversaires, c'est Elon Musk, et il a attaqué plusieurs fois par le passé. Et d'ailleurs, là, il a trouvé effectivement comment faire. Il veut créer sa propre encyclopédie, la Grokipédia, ce qui serait une encyclopédie non-woke. Parce que quand t'es factuel, apparemment, t'es woke. Donc voilà. C'est ça. Cette incroyable amélioration par rapport à Wikipédia a été annoncée sur X par cet homme qui a décidément beaucoup trop de temps libre et a été immédiatement commentée par David Sachs qui en rajoute une couche sur le biais gauchiste de Wikipédia et qui dit que du coup ça contamine les IA. Parce que si les IA deviennent woke, c'est parce qu'elles lisent Wikipédia et que Wikipédia elle est woke, du coup les IA sont woke aussi. Et donc c'est très rigolo parce que Grok, s'il sait des tas de choses et que tu peux lui poser des questions sur X, c'est justement parce qu'il a enregistré Wikipédia. Alors concrètement, la Grokipédia, ça va être quoi en fait? Comment il va la faire? C'est-à-dire, qui va écrire dessus? Ou alors est-ce que c'est Grok qui va écrire dessus? Eh oui, Parce c'est que- Grok. Oui. Donc si c'est Grok, si la Grokipédia est pondue par Grok, ça veut dire que c'est Grok qui va vomir la Wikipédia qu'il a avalée, tout simplement. Mhm. Et donc il va la vomir avec cette petite touche idéologique Avec un qu'a Elon. filtre. Donc c'est Voilà. ça qui est magnifique. C'est-à-dire, tu dis, un truc qui est biaisé, donc on va biaiser la régurgitation du truc biaisé pour le débiaiser. Ça c'est un truc qui vraiment, ça va être formidable. Genre, ça va être forcément une très grande amélioration par rapport au truc de base. De faire régurgiter ça à un chatbot. Je sais pas comment il va faire en fait, mais c'est vraiment, je sais pas comment il compte faire sa Wikipédia en faisant vomir Grok, parce que même ça, c'est pas si évident que ça en plus, parce qu'il va falloir checker que les faits sont, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont indiscutables, tu vois. Enfin, à un moment donné. Bof, tu t'attardes sur des choses bien peu importantes, C'est vrai. Guillaume. Est-ce bien si important que ça que ce soit vrai? Mais voilà, donc c'est peut-être qu'effectivement, c'est juste ça, quoi. Il veut régurgiter le truc vomir le truc avec une petite touche idéologique qui plaît bien. Bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ce serait normal pour du vomi depuis un petit peu, Mais oui, effectivement, quand tu t'arranges facilement avec la vérité, finalement, Wikipédia est un problème en soi. Et après tout, c'est pas forcément un problème pour un Grokipédia. Mon Dieu, rien que le nom, ça me laisse songeur, en fait. Ça singe vraiment le truc de départ en y mettant du grog dedans. Bref.
On termine avec un nouvel épisode de notre saga du monde économique boosté par l'IA. Dans ce dernier épisode, AMD s'offre un petit peu à OpenAI, Guillaume. Alors, tu l'as mentionné dans le dernier épisode, l'accord entre AMD et OpenAI, et en fait, je veux revenir dessus parce que pour nous, c'est que c'est un accord qui est vraiment très, très original, qui est très créatif. Et je ne sais pas si c'est dans le bon sens du terme. Donc, on rappelle qu'OpenAI et AMD font un partenariat qui consiste ça consiste dans le fait que, d'une part, OpenAI va aider AMD à concevoir ses puces pour l'intelligence artificielle et donc améliorer ses puces à lui, quoi. Et aussi à acheter pour 6 gigawatts de capacité de calcul AMD sur plusieurs années. 6 gigawatts, c'est énorme. Hein. Ça représente des milliards. Hein. À la grosse louche, on peut dire que c'est 1 milliard de gigawatts quasiment quand vous achetez ce genre de truc. Et donc, OpenAI va payer pour ça, parce que il achète 6 gigawatts, il va bien falloir les payer, quoi. Il va payer pour ça de manière très étrange. Parce qu'en fait, il ne va pas payer du tout. En réalité, AMD va lui octroyer des actions. 160 millions d'actions à lui. Bon. Il va donner ses actions à OpenAI par tranche, au fur et à mesure que certains objectifs sont atteints. Et donc, par exemple, la dernière tranche, la 6e, je crois, on suppose que l'action AMD atteigne $600. Donc, en résumé, si l'action AMD atteint $600, OpenAI obtiendra la totalité des 160 millions d'actions promises, qui donc représentent pas loin de 200 milliards de dollars. C'est créatif quand même, c'est assez inédit comme montage. Enfin, je suis pas expert en financement. Alors 100 milliards de dollars, c'est plus qu'assez pour payer les composants du coup. Tu vois, c'est parce qu'en fait, il suffirait que OpenAI vende les actions AMD qui ont atteint ce prix-là, et bon, évidemment, ils auront le pognon. Donc, ils vont vendre les actions AMD qu'ils ont contribué à faire gonfler. Parce que c'est ça le cœur du truc. C'est ça l'idée, quoi. Je veux dire, OpenAI est super hypé. Le simple fait de faire un deal avec augmente ta valeur. Le lendemain du deal, l'action AMD est passée de 165 à 214 dollars. Actuellement, elle est à peu près à 218 dollars. Ce qui est énorme. Hein. On est quand même loin des 600, note bien. Mais AMD compte bien sur le fait que leur collaboration avec OpenAI les valide. C'est OpenAI qui va les valider en tant qu'alternative viable et solide à NVIDIA. Voilà, et OpenAI va les aider sur leurs puces, et surtout, ils les adoptent comme fournisseur officiel du champion. Donc ça veut dire qu'ils sont sur un pied d'égalité, tu vois, par rapport à NVIDIA. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de clients, que les gens vont choisir d'acheter AMD. Et c'est pour ça que l'action AMD est supposée augmenter. Donc l'objectif, c'est qu'OpenAI continue d'exploser, que la demande en IA continue d'exploser, que la demande en composants aussi continue d'exploser, bien entendu, et que AMD, en tant que père de NVIDIA, validé adoubé par OpenAI, voit sa capitalisation boursière exploser et exploser les 1000 milliards de dollars, comme NVIDIA d'ailleurs avant lui. Hein. OpenAI a intérêt à ce que tout ça se fasse, et AMD aussi. Donc c'est quand même assez audacieux, parce que vous vendez des produits à un client dont vous savez qu'il n'a pas les moyens de les acheter. Et il ne pourra les payer qu'avec, en gros, les parts que vous lui avez vous-même données. Tout ça repose sur le pari que ces parts vont énormément monter, plus que doubler dans les faits. Ce qui arrivera que si la demande sur ces mêmes parts explose. Et donc OpenAI aura encore une fois acheté des puces avec l'argent des autres. Parce que cet argent, il vient d'où ? Il vient des investisseurs qui auront acheté des actions AMD parce que la demande sera énorme, et donc voilà. Et quand même, il y a une forme de codépendance assez troublante entre tous ces acteurs. Absolument. On pourrait en parler d'ailleurs même avec NVIDIA qui finalement, in fine, a intérêt à ce que le deal avec AMD marche bien. Enfin, tout cela est assez consanguin. C'est extraordinaire. Vous aimez l'économie circulaire ? C'est vertueux, il paraît, l'économie circulaire. Et ben, dans le domaine de l'IA, vous êtes servi. Regardez comme c'est beau. NVIDIA investit des milliards dans OpenAI à qui il vend pour des milliards de GPU. OpenAI achète aussi des puces à AMD, tout en récupérant des millions d'actions de ce même AMD qui vend des puces à Oracle, qui lui-même fait des data centers pour OpenAI. Tout ça sachant qu'OpenAI achète aussi de la puissance de calcul à CoreWeave. CoreWeave qui est partiellement possédé par NVIDIA. Oh, j'ai bouclé une boucle. C'est intéressant ça. Si vous avez l'impression que tout ce petit monde, qu'ils sont tous en train de se vomir dans la bouche les uns des autres, là, en fait, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Parce que de Bloomberg au Financial Times, les inquiétudes sur la consanguinité terrible de toutes ces boîtes-là et sur les risques de bulles que ça renforce, en fait, et chaque semaine, il y a des nouveaux articles dessus, quoi. Et il y a des déclarations d'économistes qui sont quand même pas franchement encourageantes parce que tout ça est lié à l'économie réelle d'une manière extrêmement forte. Selon un économiste de Harvard, la croissance du PIB américain serait nulle au premier trimestre sans les data centers. C'est plus ou moins aussi ce qu'on avait dit les semaines dernières. L'indice S&P 500 est plus concentré que jamais. Enfin, plus concentré que depuis 50 ans, pour être précis.
30% de sa valeur provient de 5 boîtes. 5 entreprises, les grosses habituelles, je ne vais pas vous faire un dessin. Et surtout, si on fait le rapport du prix des actions au regard des bénéfices passés, on a une configuration qui est analogue à celle de la bulle Internet des années 2000. À l'époque, le Nasdaq avait pris 600% en 5 ans, entre 1995 et 2000. En octobre 2002, il avait perdu 78% de sa valeur. Enfin, de sa valeur à son plus haut. Hein. Bon, on va bien voir à quel point l'histoire bégaye. C'est quand même assez dingue et assez vertigineux de voir ça. On avait une remarque sur Discord, alors assez juste sur le plan strict de la façon dont fonctionne l'économie ou les finances, mais il parlait du fait qu'on ne pouvait pas parler mécaniquement de pump and dump. Ce que tu disais dans l'épisode, et j'ai répondu sur Discord, c'est que ça s'apparentait à ce type de mécanique. Et vraiment, c'est le fait de jouer avec les mécaniques de variation des actions en bourse. Et effectivement, tout cela paraît quand même assez étrange. Nous, on n'est pas AMD, loin de là. On n'est qu'un podcast sur la tech, même si évidemment, hein, c'est un des meilleurs, vous le savez. Mais nous, on ne s'offre pas à OpenAI, on ne s'offre pas à Nvidia, on s'offre juste à nos auditeurs grâce à Patreon. Il y a une adresse à retenir et à retrouver tout en haut dans la description de l'épisode, un petit peu partout sur techcafé.fr. L'adresse, c'est patreon.com/techcafé. Alors, il faut que je m'entraîne à dire Patreon parce que, bon, en France, je prononce beaucoup de choses à la française. Je vais dire Patreon maintenant. Vous allez voir pourquoi. Vous pourrez, grâce à cette page, vous abonner pour la durée de votre choix, que ce soit mensuellement ou annuellement, et nous permettre de continuer à vous livrer semaine après semaine votre podcast qui vous plaît tant et qui vous est, je pense, tellement utile pour suivre tout ce qui se passe dans le monde de la tech, avec bien entendu notre personnalité. En échange, vous pourrez écouter Tech Café sans la pub. C'est un peu comme les Kindle qui coûtent 10 € de plus sans la pub. Bah là, faites pareil avec votre podcast, mais mettez-y le prix. Et puis en plus, vous assurerez que cet abonnement arrivera dans le compte d'un créateur de contenu indépendant comme moi et arrivera dans le compte en banque de Guillaume Poggiaspala. Bon, une des principales raisons pour lesquelles les gens ne s'abonnent pas, en étudiant un petit peu les choses, en faisant des enquêtes, on se rend compte que c'est parce qu'ils n'y pensent pas. C'est-à-dire que les gens, ils sont tout à fait preneurs de soutenir Tech Café, mais ils n'y pensent pas, ils n'ont pas le temps. On est quand même particulier, hein, nous, êtres humains ou êtres humains en viande, comme tu le dis, Guillaume, en 2025. On est d'accord pour faire quelque chose, mais on a besoin d'y penser, qu'on nous le rappelle. Bon, en tout cas, c'est dingue, mais c'est comme ça. Je vous propose donc de vous mettre en place un petit réflexe cognitif et y penser quand vous rentrerez chez vous. Vous allez voir, je pense que vous allez voir, ça va tout changer. Juste avant, j'ai besoin d'aborder une question brûlante avec toi, Guillaume. Est-ce que tu mets des chaussons ? Est-ce que tu es team chaussons, team chaussures, team chaussettes, tes pieds nus quand tu rentres chez toi ? J'ai des chaussons. Très bien, c'est parfait. Parce que, alors en l'occurrence, c'est un sujet bidon, hein, mais on a tous des petits réflexes avec ça. Moi, perso, c'est les crocs, tu vois, par exemple. Je mets des crocs parce que comme ça, j'ai les crocs pour l'intérieur, j'ai les crocs pour traverser à l'extérieur, aller dans mon studio. C'est moche, mais c'est confortable. Bref. Donc, lors de votre prochain retour à la maison, vous aurez ce réflexe de mettre vos chaussons, enlever vos chaussures, peut-être vous mettre en chaussettes. Mais on va partir du principe que vous mettez des chaussons, peu importe. Vous penserez forcément de toute façon à ce petit message que je vous diffuse. Et donc oui, ça va devenir votre petit rappel pour ne pas oublier Patreon. Et donc voilà, je pensais à une petite maxime. Quand je rentre à la maison, avec ou sans chaussons, je pense à Patreon. Ça marche, non ? Non, c'est bien, c'est pas bien. Parfait. Avec ou sans chaussons, je pense à Patreon. Alors, je le fais pas bien, mais évidemment, Guillaume, tu me connais. Je suis allé confier cette tâche à Suno et je lui ai fait faire une chanson qui est un petit peu plus musicale que ce que je viens de te faire. Les paroles, c'est les mêmes, un petit peu plus développées. Vous les aurez en fin d'épisode. Donc voilà. Que tu les mettes maintenant. Non, je voulais pas te faire subir ça en live, Guillaume. Il faudra que tu écoutes l'épisode pour entendre ça à la fin de l'épisode, pas de souci. Mais en tout cas, voilà, vous le saurez maintenant, avec ou sans chaussons, je pense à Patreon pour soutenir Tech Café. Allez, on continue avec la suite de l'épisode avec Sora, le TikTok de ChatGPT qui contient, vous le savez, que des vidéos générées par intelligence artificielle. Il est là. L'application, elle est numéro 1 des téléchargements des apps aux États-Unis et ça soulève un nombre de questions incalculables. On en a abordé quelques-unes dans l'épisode précédent. Ça inquiète aussi beaucoup plein de monde. Il y a MrBeast, là, le youtubeur numéro 1, qui parle de temps, je cite, effrayant pour des millions de créateurs. On nous parle de failles dans les règles de fonctionnement de Sora concernant l'utilisation de l'image de célébrités, qu'elles soient vivantes ou décédées. Guillaume, ça y est, il semblerait que l'apocalypse qu'on pensait bien voir arriver à l'avenir soit déjà là, je crois. Oui, c'est maintenant. On y va. C'est bon. Non, oui, Sora 2 est sorti depuis 2 semaines. On n'a pas fini de parler de lui. Il y aura vraiment un avant et un après. Il y a plusieurs niveaux en réalité. Bon, déjà, c'est un carton. Enfin, l'application du réseau social Sora 2 est un carton.
Plus d'1 million de téléchargements en 5 jours, hein, c'est une rapidité qui rappelle très bien celle de la rapidité d'adoption de ChatGPT à son temps, alors que c'est une application qui n'est que sur invitation, donc c'est quand même vraiment impressionnant. Techniquement, Sora 2 est aussi très impressionnant, hein, il vous suffit de l'essayer ou de regarder les productions qui envahissent Reddit pour s'en rendre compte. Bon, il y a des émissions de télé, il y a des faux spots de pub, de toutes les époques, hein, il y a des bandes annonces pour des séries qu'on aimerait bien voir, comme celle de Dr House avec un chat, ou cette télé-réalité avec Bush, Nixon, Saddam Hussein et Hitler, que j'ai vraiment envie de regarder plus longtemps. Surtout, il y a des vidéos de chats qui font des figures de skate et dont la physique est vraiment impressionnante, quoi. C'est vraiment... ou des mecs qui sautent des barres, enfin, c'est un peu too much, mais franchement, ça pourrait passer. Il y a aussi ces ratés de saut à la perche avec des obèses ou ces accidents de fauteuil roulant qui sont très crédibles et assez marrants, même si c'est pas très très Charlie, mais bon. Bref, oui, VO3 était déjà très bon, Sora 2, il est au moins aussi bon et peut-être meilleur, et il est gratuit. Et donc, vous pouvez en plus vous mettre dans les vidéos. Alors, il est au moins, c'est forcément, hein, c'est du coup, n'importe qui peut devenir n'importe quoi, un concept qui aurait plu à Rémi Gaillard, j'imagine, et qui illustre à quel point on est en face d'un changement sociétal majeur, quoi. Hein. Et c'est aussi une rupture pour OpenAI, quelque part. Parce qu'il vient quand même de mettre le doigt dans quelque chose de compliqué, et c'est de très très gros, et peut-être de trop gros pour lui. Se faire des modèles d'IA super puissants dans son coin, c'est une chose, créer et gérer un réseau social, ça en est une autre. Hein. Et vous avez parlé de soucis de droits d'auteur la semaine dernière. Moi, j'ai vu des scènes de Rick et Morty ou de South Park qu'on n'aurait aucun mal à croire authentiques. Le souci a été aussi évident qu'immédiat. Et donc, OpenAI a changé à la va-vite sa politique par rapport à la semaine dernière. Donc, les ayants droit, à l'inverse donc de la semaine dernière, ils vont pouvoir autoriser l'utilisation de leur propriété intellectuelle si jamais par hasard ils sont d'accord. Mais par défaut, ça sera non. Alors, comment ça sera appliqué ? C'est pas clair du tout. Et comment ça se passe pour les morts ? C'est une vraie question. Parce que des morts sur Sora, il y en a beaucoup, il y en a des caisses. Ah oui. Je parlais de Saddam Hussein, qui est un peu mort, il y a des dizaines de figures historiques, ou juste des gens connus, hein, comme Michael Jackson, Martin Luther King, ou Robin Williams, hein, dont la fille n'est pas très très contente de se voir envoyer des vidéos de son père décédé, quoi, ça ne la fait pas marrer. Elle trouve ça pas cool, et ce souci de droit à l'image est encore une autre poudrière, je pense, sur laquelle OpenAI s'est assis au calme, après 15 procès de plus ou de moins, tu sais, bon, hein, et puis Hollywood, en plus, pour l'instant, semble être un peu tétanisé, puisqu'il y a eu un événement qui s'appelle le Screen Time, là, à Los Angeles, et personne n'a vraiment mentionné la problématique Sora, en termes de copyright, pour l'instant, donc je sais pas, mais bon, ça me semble quand même être une bombe à retardement, quoi. Et il y a une autre bombe à retardement, alors évidemment, des bombes à retardement, finalement, il y en a plein en réalité, parce que l'usurpation d'identité et la Fox aussi, évidemment, hein, ça va être un problème, hein, je veux dire, il y a des watermarks, évidemment, il y a le watermarking du logo Sora, qui apparaît un petit peu comme ça aléatoirement, qui bouge, mais ça va empêcher que dalle, hein, puisqu'il y a déjà plusieurs sites qui permettent de l'enlever. J'en ai trouvé 2 sans le faire exprès, en baladant sur Reddit. Autre changement déjà annoncé, qui n'est pas une grosse surprise non plus, c'est la monétisation qui va arriver très rapidement. Ouais. Parce que Sam Altman, il l'avoue, ça coûte cher. Tu m'étonnes, ça doit chauffer les data centers chez OpenAI. Alors comme ça coûte un pognon de dingue de générer des millions de vidéos par jour, sans Qui l'eût cru ? déconner. Parce qu'il dit, hein, les gens génèrent beaucoup plus de vidéos que ce à quoi ils s'attendaient, franchement, pour une audience restreinte la plupart du temps. Tu permets à n'importe qui de cramer des mégawatts pour faire marrer 2 potes, il le fait, hein, genre c'est bon. Bref. Quelle surprise. Alors déjà, quand t'es un réseau social normal, tu dois trouver du fric, parce que quand même ça coûte du pognon, tout ça. Alors quand c'est un truc où le moindre post coûte je ne sais combien de milliers de teraflops, c'est vrai que c'est... il va falloir trouver un moyen de faire du pognon, là, parce que... Et là, du coup, quand il faut faire du C'est pognon... pas comme s'ils avaient un trésor de guerre sur lequel ils pouvaient s'appuyer, en plus. Pour l'instant, ils ont un trésor de dette. Tes grandes ambitions de faire un réseau social différent, ça va être challengé, hein, vraiment. Hein. D'ailleurs, il faut s'attendre à beaucoup de changements, je cite, hein, rapides, parce que là, il navigue à vue. Hein, c'est vraiment ça qui en ressort. Il navigue totalement à vue. En réalité, Sora est un pari très étrange pour OpenAI lui-même, finalement, parce que d'un côté, c'est une démo. Voilà, c'est vraiment ça que c'est, et c'est vraiment ça, c'est designé pour ça. C'est une démo qui fait un effet waouh et qui permet de séduire des investisseurs parce que ça montre qu'OpenAI, il en a sous le capot, je veux dire, voilà, il est puissant, il peut faire des trucs incroyables, il peut faire des IA de fou, et surtout des produits qui cassent la baraque, parce que, oui, ça plaît, les gens, ils aiment bien faire ce genre de conneries. Enfin, en tout cas, pour le moment, après, je sais pas si ça va durer, mais pour le moment, évidemment, ça plaît, c'est très populaire. De l'autre côté, non seulement Sora ne plaît pas à tout le monde, hein, évidemment, mais il fait aussi peur à beaucoup de gens, et les producteurs de contenu en tête, MrBeast, hein, il se pose la question de comment ça va transformer YouTube, et le reste. Hein. Et Adam Mosseri se veut plus rassurant, mais il admet, hein, je cite, que la société va devoir s'adapter. Je cite. Et bon, pour les employés d'OpenAI même,
Sora, il est diversement apprécié parce que, faut pas oublier quand même, OpenAI à la base, c'est une ONG qui cherche à créer une intelligence artificielle générale pour le bien de l'humanité, de toute l'humanité. C'était ça Mmh. le motto officiel, la Mmh. mission. Bon, qu'on n'y ait jamais cru, à cette mission ou pas. Mettre Sora, le réseau social, en adéquation avec cette mission, ça demande un petit peu d'imagination quand même. La créativité, ouais. Vraiment, donc des chercheurs éminents, employés de la boîte, auraient déjà exprimé des réserves. Donc il y a Boaz Barak, par exemple, qui le trouve techniquement étonnant, mais qui dit aussi qu'il est prématuré de se féliciter de ce produit. Il y a John Holman qui était inquiet au lancement aussi. Bon, on sent qu'il y a une tension, si tu veux, où pas mal de chercheurs se demandent, en gros, ils se demandent un réseau social sérieux, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, ça sort de nulle part, quoi, tu vois. C'est OpenAI. En plus, OpenAI est déjà en déche de puissance de calcul pour faire tourner ses propres modèles et pour entraîner les futurs. Ils courent après le fric en permanence, et là, ils sont un réseau social génératif. De vidéo. Le truc le plus gourmand qui soit. Le truc le plus gourmand qui soit en puissance et le plus casse-gueule qui soit en plus. Ah ça, OpenAI, ils savent sortir de leur zone de confort, il y a pas de souci. Ouais, parfois les zones de confort, j'arrive à me demander si c'est pas mal d'y rester finalement, effectivement. Toute l'industrie du cinéma est évidemment circonspecte par rapport à ça. Il y avait déjà cet enjeu qui se posait par rapport à la technologie de génération de vidéo qui existait avant. On en avait largement parlé dans Tech Café auparavant. Mais vous le savez, c'est toujours la même chose. C'est quand on a une technologie qu'on démocratise, et OpenAI, pour le coup, ils ont cette puissance-là de démocratiser des usages, bien au-delà probablement de tout réalisme, comme tu viens de l'illustrer. Mais par exemple, le ChatGPT, c'est une excellente manière pour OpenAI d'avoir réussi à démocratiser la technologie d'interaction avec un LLM conversationnel, enfin avec un outil conversationnel basé sur un grand modèle de langage. Donc, ils ont réussi à démocratiser. Là, avec la vidéo, comme tu le dis, il y aura un avant et un après Sora. Mais on a hâte ou pas hâte, ou en tout cas avec fébrilité, on va regarder quelles sont les conséquences sur l'ensemble des sujets qui portent sur la vidéo. On continue avec l'intelligence artificielle générative d'images et de vidéos, avec un petit volet légal quand même aux États-Unis, en tout cas en Californie plus spécifiquement, avec une réglementation qui vise à obliger l'indication qu'un chatbot est un chatbot IA. On a du nouveau aussi chez Microsoft avec My Image One, un générateur d'images maison. Du nouveau concernant le modèle d'édition d'images de Google à grand succès, Nano Banana. Et puis évidemment, elle devait s'inviter dans Tech Café, c'est Taylor Swift qui a sorti son dernier album. Oui, c'est plein de petites news comme ça. Bon, de toute façon, tout le monde génère des images, donc Microsoft s'y met aussi. Donc il a un nouveau modèle qui s'appelle My 1 Image, qui a l'air très doué pour faire des images photoréalistes. Les démos qu'on voit là sont vraiment très, très convaincantes. Mais du coup, il va y avoir encore plus de faits divers reliés à ça, à chaque fois. Et par exemple, il y a un truc rigolo. Il y a une tendance qui est devenue virale chez les plus jeunes qui consiste à faire croire à tes parents que t'as un clochard chez toi. Photo à l'appui, donc t'envoies une photo de ta maison avec un clochard dedans, quoi. Des images de sans-abri qui sont sur ton canapé, qui sont dans ton lit, voilà. Évidemment, ça plaît pas trop aux darons, qui peuvent flipper et aller jusqu'à appeler la police. Faut les comprendre, le but c'est que la blague dure le plus longtemps possible. C'est de tromper le plus longtemps possible en envoyant plusieurs photos éventuellement, etc. Et après, tu diffuses ça sur les réseaux sociaux pour le lol. Alors, le souci, bien entendu, c'est que la police se retrouve à multiplier les interventions pour que dalle. Bon, voilà, question blague de merde, on n'est pas sorti, puisque Google intègre Nano Banana dans Google Lens, dans Notebook, LM, et bientôt dans Google Photos. Donc, tout ce genre de conneries va devenir encore plus trivial, de manipuler ses photos pour faire peur à mamie, ou faire ça au moment d'avoir rangé sa chambre, ce genre de truc. Question ? Il y a une autre tendance, il y a une autre trend, si j'ose dire, que les clochards. Ouais. Il y a aussi les jeunes qui font la même chose, mais pour laisser imaginer à leurs parents qu'ils ont invité plein de potes, que tout le monde est bourré et que c'est le bordel dans la maison, quoi. Ah bah oui. Alors, j'avoue, franchement, vu de l'extérieur, c'est drôle. Mais bon, on peut s'imaginer évidemment que la portée pour la société, quand tu penses aux forces de l'ordre, c'est un peu inquiétant quand même. Mais bon. Et oui, qu'est-ce que tu veux ? On en arrive à un tournant vraiment intéressant, fascinant, où tous ces outils deviennent tout simplement normaux, en fait. Ouais. Mais ils suscitent toujours autant de débats et de réactions dans le public, quoi. C'est normal, on peut le voir avec le scandale concernant le dernier album de Taylor Swift. Pour refaire la promo de Life of a Showgirl, elle a conçu un jeu de pistes, apparemment, où tu dois trouver des vidéos et interpréter les indices, etc. Et ces vidéos sont, en tout cas au moins en partie, clairement générées par IA. Il y a beaucoup de fans qui en ont été profondément déçus, voire scandalisés. Alors combien en fait ça reste difficile à mesurer, puisque elle aurait perdu 1 million de fans Instagram, mais en réalité ce sera peut-être pas si énorme.
parce qu'elle est passée de 282 à 281 millions de fans. Oui, on parle de Taylor Swift. Bon, ça va. Et en fait, il y aura des problèmes d'arrondi. Comme c'est des arrondis, en fait, on ne sait pas exactement précisément. On n'est pas 1 ou 2 millions près. Voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, elle n'est pas en danger mortel, hein, mais bon, elle va sans doute avoir à s'exprimer sur pourquoi une star milliardaire comme elle est très au fait des soucis de propriété intellectuelle quand même. Elle essaie d'utiliser de la vidéo générative assez cheap, avec la complexité que ça suppose dans ce domaine, hein, et surtout avec les clivages que ça suscite. Hein. Et on voit bien que sur Internet, il y a pas mal de gens qui sont circonspects et pas mal aussi qui même parfois rejettent en bloc tout ce qui est génératif, tout ce qui y a. Et ça peut se comprendre, hein, d'ailleurs, dans une certaine mesure, hein, c'est sûr, surtout dans ce genre de cas. Les gens ont-ils envie d'utiliser, en fait, ou de même de subir l'IA? Et dans quel domaine? En fait, l'acceptabilité de cette technologie, c'est quand même un sujet crucial, et même en termes économiques, hein, quand même. Il faut savoir à quel point les produits que tu fais sont acceptables. Et une illustration de ça, c'est le pendentif Friend, qui est donc un pendentif, une petite boule, hein, que tu te mets au cou, et dedans, en fait, il y a un micro tu parles avec un chatbot, quoi. Et ce chatbot, en fait, il écoute un peu tout, il écoute ce que tu écoutes, hein, il est toujours avec toi, tu peux lui parler n'importe quand, discuter n'importe quand. Un concept qui rejoint pas mal ce qu'on peut voir dans le film Her, encore une fois, hein, globalement, et qui vient de bénéficier d'une campagne de pub massive dans le métro de New York. Et le métro a littéralement été envahi de pubs pour Friend.com, et elles se sont aussi vues massivement vandalisées. Et vous pouvez en voir des centaines. Il y a un site dédié des pubs Friend vandalisées. T'as des panneaux tagués, la l'IA s'en fout que tu sois vivant ou mort, fuck you surveillance, l'IA pousse au suicide, get real, l'IA n'est pas ton ami, t'as Friend barré pour mettre robot ou faux ennemi donc. On a aussi parfois des allusions au fait que l'IA brûle la planète, à la consommation énergétique, quoi. Donc on est clairement sur un truc qui est un peu de science-fiction quand même, hein, où franchement j'ai une impression de déjà-vu, et cette impression de déjà-vu, elle me vient du jeu Détroit, Become Human. Ok. Où il y a effectivement des gens qui sont contre les robots, pour les robots, etc. Bon. Alors, est-ce que c'est une minorité de ludites, ou est-ce que c'est un sentiment qui est plus largement partagé que les patrons de la tech ne voudraient bien le croire? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une période qui est vraiment fascinante, quoi. Hein. Et effectivement, tu l'as dit, quoi. On a une loi en Californie, qui est donc la Californie vient de ratifier une loi qui interdit de faire passer des chatbots pour des humains. On en est là, quoi. Il faut interdire le fait, tu vois, il faut obliger que les chatbots soient mentionnés vraiment comme étant des machines et pas des humains, quoi. C'est vraiment une loi pour un monde de posturing, quoi. C'est quand même assez fascinant. Hein. Dans la continuité, et c'est sorti, je crois, quelques minutes, quelques heures peut-être au maximum avant l'enregistrement de l'épisode là de Tech Café. Il y a une prise de position de Sam Altman qui a dit bon, c'est bon, hein, on a corrigé plein de trucs qu'on avait besoin de corriger, je schématise. Hein. On a corrigé plein de trucs qui étaient peut-être un peu dangereux, qu'on avait besoin de gérer, mais maintenant on va anthropomorphiser à mort ChatGPT. Si vous aimiez comment il était avec Quattro, attendez-vous à ce que ce soit encore plus anthropomorphisé. Donc évidemment incarné dans de l'humain. On sent qu'évidemment le mouvement côté OpenAI, c'est vraiment d'aller à fond sur ce flou entre humain et robot, en tout cas dans les interactions texte, mais aussi dans l'ensemble des choses qu'ils vont faire. Bon, vous allez dire qu'on fait que critiquer et tout n'est pas acheté hein, dans l'IA, loin de là. On a même des usages extrêmement utiles qui peuvent aller jusqu'à vraiment sauver des vies. En témoigne ce sujet que tu as sélectionné autour de la détection des tremblements de terre qui est largement amélioré grâce à l'avancée dans l'intelligence artificielle, Guillaume. Oui, quand on parle d'IA en général, c'est une manière de désigner le machine learning, en fait, souvent. Hein. Tout le monde dit IA parce que c'est commode et tout. Mais en fait, très souvent, ce qu'il y a derrière, c'est des algorithmes qui apprennent, par l'exemple, à faire des trucs qu'on ne saurait pas, à la main, programmer une machine pour le faire. Enfin, disons, on pourrait le faire, mais on le ferait de manière très, 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 très inefficace, disons. Hein. Et un exemple de ça très connu, c'est la reconnaissance, par exemple, des caractères manuscrits. On pourrait effectivement faire des algos qui lisent l'écriture manuscrite, mais ce serait très compliqué, très lourd, pas très fiable, alors qu'en réalité, un réseau de neurones peut apprendre à faire ça très très vite aujourd'hui et très très efficacement. Et un exemple qui est beaucoup moins connu, c'est la sismologie. Parce que les géologues, ils traquent les séismes, hein, ils les enregistrent, ils les étudient, et même ils les utilisent. Parce que si vous pouvez imaginer que vous avez, un gros gâteau de gelée sur votre table, un gros gâteau en gelée comme ça, bleu, et puis vous mettez un gros coup de genou dedans, dans la table. Hein. Votre gâteau, il va vibrer comme ça, et puis il y a des ondes qui vont le traverser à une certaine vitesse, une certaine forme, etc. En slow motion, j'imagine, là, ouais. Ça paraît très très joli, ça, de regarder votre gâteau qui bouge en slow motion. Et si ton gâteau, justement, c'est un fondant au chocolat, ou si c'est un gâteau, à la viande,
bah, il vibrera pas pareil. Voilà, si tu as un bol de chocolat chaud liquide, au contraire, à la place, non plus, ça vibrera pas pareil, la vitesse sera pas la même, etc. Donc, et en fait, chaque type de roche réagit différemment, c'est exactement la même chose, hein, elles sont plus ou moins molles ou flexibles, en gros, et en fait, on peut avoir une idée, pour faire une sorte de cartographie en 3D du sous-sol en regardant comment se propagent les ondes sismiques. Et pour ça, il faut savoir bien détecter bien détecter, bien identifier tous les tremblements de terre. Il faut les enregistrer, interpréter toutes les ondes. Il y a plusieurs systèmes possibles. Le plus courant, c'est le sismographe, hein, que tout le monde visualise probablement avec un papier. Mais il n'y a plus de papier depuis très longtemps. Hein. C'est des trucs qui font numériquement des suites de points comme ça qui sont en 3D complètement. Et c'est une suite de points, de positions en 3D en fonction du temps qui représente comment ça bouge, hein, tout simplement. Et ça peut bouger pour plein de raisons. Un camion qui passe pas trop loin, ça peut suffire, hein, pour un sismographe, il va l'enregistrer et ça va donner une sorte de signature, mais c'est pas un tremblement de terre, c'est un camion. Mais ça, pour le savoir, c'est pas si évident. Or, au début, il y avait un outil très intéressant qu'on utilisait, c'était les doctorants. C'était les étudiants, hein, qu'on chargeait de lire des kilomètres de bandes de papier comme ça pour repérer et cataloguer les séismes. Et puis les ordinateurs sont arrivés, puis on a automatisé évidemment une grande partie du boulot. Mais ça restait assez lent, assez lourd, et surtout les séismes de plus faible intensité, les plus petits, étaient très difficiles à repérer dans la masse, très difficiles à différencier du bruit. Et puis le machine learning est arrivé et personne ne veut plus revenir en arrière. Ah ouais. Aujourd'hui, il y a des mini IA, si on veut, hein, qui sont capables de repérer des séismes et qui sont à peine perceptibles. Qui seraient passés complètement à l'as avant. Ils le font très très vite en plus, en utilisant une puissance de calcul dérisoire. Du coup, ça rend aussi bien plus simple d'analyser de très très gros volumes de données, hein, sur des trucs qui ne sont pas forcément des sismographes, mais qui sont des sortes de fibres, en fait, de fibres optiques qu'on met dans le sol, comme ça, qui sont assez longues, et qui enregistrent on enregistre les variations, en fait, de la fibre, quoi, comment elle se tord, et ça produit des gigaoctets chaque heure, hein, de voir comment... Et donc, pour filtrer toutes ces données, tout ça, effectivement, le machine learning, c'est très très bien. Ça marche très très bien. Donc, alors évidemment, il y a une sorte de hype de l'IA en géologie. Tout le monde essaye d'en caser un petit peu partout, avec plus ou moins de succès. Mais globalement, le machine learning y est extrêmement utile. Et bon, c'est pas le seul domaine. Hein. On a parlé de la météorologie régulièrement, où ça devient vraiment très très intéressant. Et puis, apparemment, la science des matériaux, la chimie, etc., etc. Voilà, il y a vraiment un énorme potentiel, quoi. C'est pour ça que on est critique, évidemment, ici. On est fasciné, on est aussi critique, on s'interroge, tout ça. On comprend aussi qu'il y ait des certaines formes de rejet vis-à-vis de certains trucs. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il y a un énorme potentiel pour tous ces trucs-là. On me rappelle aussi la technologie d'Android, hein, avec tous les appareils Android qui sont devenus des mini-sismographes et qui forment probablement ce qui est le plus grand réseau au monde de détection de séismes. Alors, si en plus, au-delà de ces données-là, il y a effectivement ces algos, toutes les cartes sont entre nos mains pour éviter le pire. On termine avec un document de recherche, le raisonnement récursif avec des petits réseaux de neurones. Ouais, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une grosse IA, en tout cas pour jouer au Sudoku. Alors, j'ai été assez surpris de voir ça, en fait. C'est une prépublication d'une chercheuse de chez Samsung qui a fabriqué des mini-modèles, des mini-IA spécialisés ils ne sont pas vraiment génératifs, en fait, mais qui ont l'ambition de se frotter à des puzzles, comme l'Arc AGI, donc ce puzzle très, 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 très célèbre dont on a déjà parlé, et qui donnent du fil à retordre, en fait, même aux meilleurs chatbots modernes, hein, et qui sont représentés comme des sortes de tests d'intelligence générale, si on veut. Donc, en gros, si un chatbot comme Gemini arrive, c'est une AGI, quoi. C'était plus ou moins le critère. Bon, désormais, il y a un nouveau set de puzzles, parce que finalement, le premier set de puzzles, il n'est pas assez compliqué, en réalité. Il est devenu un petit peu trop accessible. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il est question d'une nouvelle architecture de réseau de neurones relativement simple, qui a la particularité d'avoir un certain niveau de récurrence. C'est-à-dire qu'on fait, en gros, plusieurs passages pour raffiner une solution. Donc, au lieu de faire une passe dans un réseau de neurones, hein, on fait plusieurs passes, et puis, après, donc, en gros, la solution est raffinée progressivement. Et après, elle est décodée. Et c'est des modèles qui sont tout petits. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ces 27 millions de paramètres. C'est des modèles qui sont aussi très spécifiques. Et en gros, tu leur rentres une question. Alors la question, en fait, c'est le puzzle, quoi, hein, ou la grille de Sudoku. Sudoku, tu leur rentres la grille comme ça, et puis il te sort une réponse, qui est la configuration du puzzle ou le Sudoku complété, quoi. Et puis voilà. Donc c'est pas génératif, hein, ils sont très très spécialisés.
Mais un modèle comme ça, qui est minuscule, et qui donc tourne sur ta montre, hein, globalement, il est capable de résoudre 87% des questions de Sudoku Extreme. Et Sudoku Extreme, ça doit être assez copieux. Déjà que je galère au niveau moyen difficile, moi, alors. C'est pas la peine. Alors attention, résoudre des Sudoku, ça nécessite pas d'intelligence artificielle, hein, c'est pas la peine d'aller jusque-là, mais c'est quand même notable de voir qu'un modèle aussi petit peut apprendre à résoudre ces trucs, tout seul, quoi, par l'exemple, avec d'ailleurs relativement peu d'exemples, en l'occurrence. Et donc sur Arc AGI 1, on atteint 44%, et c'est mieux que Gemini 2.5. Et on atteint même 7,8% sur Arc AGI 2, ce qui n'est pas si impressionnant que ça, mais c'est quand même aussi mieux que Gemini 2.5 Pro. Ouais, ok. Ce qui est quand même assez inattendu pour un truc aussi minuscule. Donc on voit, si tu veux, qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des milliers de milliards de paramètres pour avoir une généralisation sur des problèmes qui sont a priori compliqués. Mais bon, après, comment tu transportes ça et comment tu intègres ça à des modèles généralistes plus comme des LLM, c'est pas si évident. Après, il y a aussi un truc intéressant, je trouve, on peut aussi voir une validation du fait que la réflexion, le fait de réfléchir dans l'espace latent, c'est une voie prometteuse. C'est-à-dire que le modèle est récurrent dans le sens où il fait plusieurs passes sur les mêmes couches, hein, donc c'est le même modèle en gros, hein, mais qui réfléchit plusieurs fois. C'est-à-dire il réfléchit, puis enfin il fait une deuxième passe, il essaie de raffiner le truc. Et donc, sans sortir de son espace mental, comme ça, il y a une sorte de réflexion. Et moi, ça m'évoque vraiment Coconut, qui était l'article de Meta, qui parlait d'un LLM qui était capable de réfléchir, donc comme se réfléchissent ChatGPT, hein, par exemple, mais il réfléchissait en silence, si on veut. C'est-à-dire qu'il réfléchissait dans l'espace mental, dans l'espace latent, et en fait, ça a donné des résultats qui étaient vraiment encourageants. Et je le rejoins. Bon, voilà, peut-être que c'est une connerie, mais bon, voilà, je le rejoins un petit peu à ça. Par contre, du coup, Arc AGI pourrait avoir du souci à se faire. Hein, et du coup, si on le résout, peut-être que ça ne voudra pas dire qu'on a réussi à avoir une AGI, en fait. Hein, mais bon. Ouais, 7%, hein, Arc AGI 2, c'est, comme tu dis, pas énorme. Bah bon, c'est mieux que d'autres. Donc, c'est important à souligner. C'est important dans l'agenda de la tech, et en plus, on enregistre le bonjour pour en parler. C'est la fin de Windows 10, la fin définitive, qui sonne le glas. C'est aujourd'hui. Pas tout à fait. Ouais, pas tout à fait. Mais bon, bref, allons-y. C'est carrément aujourd'hui, c'est maintenant. Là, on est le 14 octobre, c'est la date de décès officielle de Windows 10. Il est mort, vive lui. On pourrait faire une rétrospective, faire la liste des films qu'il a fait, des livres qu'il a écrits, tout ça. Le premier contact, tu te souviens de ton premier contact avec Windows 10 ? Je pense que j'ai jamais touché à Windows 10 autrement qu'au boulot sans m'en rendre compte. Bah alors moi, je me souviens vaguement d'une impression de Windows 10, d'un sentiment comme ça. Un sentiment par opposition à ce que j'avais ressenti en utilisant Windows 8. Et ce que j'avais ressenti en utilisant Windows 8, ça se résumait globalement en « mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» T'étais donc très enthousiaste. De mon premier contact avec Windows 10 comme une sorte de soulagement, tu vois, le soulagement qu'on ressent quand on redescend d'un bad trip, tu vois, quand on retourne à la normale, un truc un peu sensé, quoi. C'était, voilà. C'est ça, Windows 10. Après une période de gastro très intense, quoi, quand tu trouves l'appétit vraiment... et que... C'est ça, donc... Alors Windows 10, je l'utilise encore un peu, en fait, et je suis pas seul, hein, puisque dans les entreprises, apparemment, dans les 50% des PC sont encore sous Windows 11, et donc, il y a à peu près 50% qui sont encore sous Windows 10. Et d'autres sous 7 et même sous XP, mais on va pas le dire. Bien sûr. Et on estime que 20% de ces machines ne seront jamais autorisées à upgrader. Par papa Microsoft. Hein. Dans une certaine mesure, hein, son caprice, c'est une bombe à retardement écologique, hein, et sous forme de déchets électroniques. Et aussi de sécurité. Parce qu'économiquement parlant, si tu veux, c'est pas si simple que ça, quoi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont très souvent des priorités budgétaires où changer les PC, c'est pas vraiment numéro 1. Essayer de survivre, c'est la priorité numéro 1 pour beaucoup. Alors sur les 1,4 milliard de Windows en activité, et sur le quart de ces machines qui resteront sous Windows 10 pendant encore, disons, un certain temps, il y a une belle surface d'attaque pour les hackers qui va devenir de plus en plus intéressante. Ça donne raison à Apple d'ailleurs, qui, comme au beau vieux temps, se moque de la sécurité de Windows avec une pub. Une pub comme en 95, tu sais, à citer I'm a Mac, I'm a PC, c'est revenu. Hein. Si t'es un Mac, tu planteras pas avec un écran blanc paralysant inopinément la moitié des aéroports du monde. Apple tape où ça fait mal, il tape en dessous de la ceinture quand même un petit peu. Hein, c'est un peu facile par contre. Comme ça. Bon. C'est pas très sport, mais bon en même temps, il le mérite bien, parce que voilà, non seulement Microsoft rend obsolète des millions de PC de manière totalement arbitraire, mais en plus, il est de plus en plus chiant avec l'installation de Windows 11. Parce qu'il est de plus en plus difficile de ne pas utiliser de compte Microsoft en ligne, d'utiliser un compte local, hein, simplement. Officiellement, d'ailleurs, c'est obligatoire depuis longtemps. Mais il existait des contournements, et ils tombent les uns après les autres. Le plus simple est tombé en mars dernier. Début octobre, il y en a un autre qui vient d'être éliminé.
Microsoft est en guerre contre le compte local et c'est très chiant, voilà, parce que voilà, c'est juste emmerdant. Vous n'avez pas besoin forcément ou envie de toujours tout synchroniser. Passer par les clouds Microsoft, vous pouvez avoir envie de choisir vous-même le nom de votre répertoire Home, quoi. Enfin bon. Bref, ou alors évidemment, il faut acheter un Windows 11 Pro. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Alors pour le moment, FlyUbi, donc, dont on a parlé la dernière fois, permet encore de faire sans. Donc souvenez-vous, un FlyUbi pour installer Windows 11 et faire un doigt à Microsoft ou installer Windows 11 avec des comptes locaux sur le PC que vous voulez. Et Rufus aussi vous permet de le faire, mais c'est malheureusement certainement temporaire. Microsoft fait la guerre au compte parce qu'il veut absolument vous inclure dans son écosystème et que Windows n'est que le véhicule finalement de ses services. Mais résistez, installez Windows où vous voulez, comme vous voulez, et si vous en avez marre de lutter, il y a un wagon complet de Linux qui vous tend les bras. Absolument. Et il y a aussi Chrome OS, que je cite rarement, peut-être à tort, parce que je ne le connais pas vraiment, le pauvre. Il mérite peut-être d'être cité de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a quand même les bases Linux qui sont quand même assez dingues. Moi, j'ai toujours mon installation sous Ubuntu. Quel plaisir! Le truc marche. Alors attention, je ne demande pas les mêmes choses qu'avec d'autres ordinateurs, mais on peut aller très loin. Ça marche terriblement bien, c'est stable. Et franchement, quand vous regardez vos usages, je suis à peu près persuadé que dans 95% des cas, vous utilisez un navigateur avec des choses qui sont très, très souvent disponibles sur le web. À part quelques trucs un peu spécialisés, Linux couvre beaucoup de besoins du grand public. Petite anecdote, j'ai mon fils qui est suivi pour plusieurs désordres de type dyslexie. Et il a son orthophoniste qui a désigné le fait qu'il fasse plusieurs exercices avec YoLogo. Donc, c'est une espèce de logiciel un peu étrange. Pour moi, c'est un peu de la sorcellerie, Guillaume. Il faut qu'il ait un casque, alors filaire. Bon, je pense que ça se base un petit peu sur la qualité du son qui est transféré. Ça ne peut pas marcher en Bluetooth. Et donc, ça lui fait des sons comme ça qui varient de droite à gauche, un peu bizarres. Et il faut qu'il fasse ça en jouant, en faisant autre chose. Donc, il joue au Lego, il joue au Capla et tout. Et puis, il a ça en même temps. Et a priori, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est censé l'aider. J'ai essayé de l'installer sur Ubuntu, impossible, même avec les outils qui détournent un petit peu, les Wine et compagnie, qui permettent d'installer les applications Windows. Vraiment impossible. Donc peut-être sur certains trucs spécialisés, ça va être compliqué, mais je suis à peu près certain que pour l'essentiel de vos usages bureautiques, ça pourra vous aider. Guillaume, j'ai l'impression que tu as commencé un arc narratif il y a 2 semaines en nous parlant des vidéodisques. Ce support assez confidentiel. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez l'épisode supplément. C'était l'épisode 431 de Tech Café. Mais là, tu vas nous actualiser avec un support qu'on est nombreux et nombreuses à avoir bien plus connu que les vidéodisques. Ce sont les disquettes, et tu voulais nous parler aussi de l'importance d'avoir des backups de support physique, on ne le dira jamais assez. C'est le douloureux enseignement du gouvernement de Corée du Sud. Ah oui, on en parlait au début d'épisode, on boucle les boucles, nous, tu vois, les batteries au lithium, des fois, ça crame. Et c'est ce qui s'est passé pendant une opération de maintenance dans un data center en Corée du Sud. L'incendie a ravagé une salle serveur qui a fait tomber des centaines de services du gouvernement et ravagé G-Drive, le cloud de stockage utilisé par 750 000 fonctionnaires. Donc au total, il y a 858 téraoctets de données qui ont été détruites au maximum et qui n'avaient pas de sauvegarde. Alors c'est vraiment un maximum parce que c'est en considérant que les 30 gigaoctets de chaque employé étaient utilisés à plein, ce qui n'est pas complètement évident. Et c'est aussi sans compter les sauvegardes éventuelles locales, plus ou moins aléatoires sur les machines. Ouais. Mais ça fait quand même sans doute des centaines de téraoctets de données vraiment totalement perdues. Ça fait très très mal. Et puis c'est un sacré boulot de recomposer a priori toutes les petites sauvegardes éparpillées. Ça doit être un cauchemar, bien entendu, évidemment. Alors bon, c'est pour ça que depuis des décennies, on vous dit de faire des sauvegardes et que moi j'en ai encore plein. Ouais. D'ailleurs, j'en ai encore plein sur disquette, voilà. Des trucs que je faisais il y a 30 ans, que j'ai sauvegardés sur disquette. Et maintenant, des sauvegardes qui sont sans doute en train de partir en couille. Parce que pour les relire maintenant, c'est un problème. Et c'est la problématique rencontrée par les archivistes un petit peu partout qui commencent à recevoir, parmi leur documentation, des disquettes. Voilà, c'est logique. Les gens partent à la retraite, ils meurent, et puis depuis 40 ans, déjà, on utilise facilement des supports numériques, et en particulier des disquettes 5 pouces en quart, par exemple. Et comme tout le monde, ils n'ont pas transféré toutes leurs données sur des supports plus récents, ils n'ont pas toujours tout migré, ce qui fait qu'on se retrouve avec des données uniques qui sont prisonnières de supports qui sont aujourd'hui obsolètes. Alors en plus, les disquettes, c'est assez fragile, ça se dématérialise, ça se démagnétise assez facilement, et puis les disques souples, c'est pas non plus très 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 solide, évidemment. Et au fil des ans, et puis qui a encore un lecteur 5 pouces en quart chez lui avec la machine et les logiciels qui vont bien. Et encore, je parle de ce format, mais il y en a d'autres. Il y a les disquettes de 3 pouces face au Amstrad, et il y a les disquettes de 8 pouces, qui sont encore plus anciens que les 5 pouces en quart. Sans compter que même sur un disque banal, on va dire, de 5 pouces en quart, vous savez pas en quoi c'est formaté. Est-ce que c'est formaté pour DOS? Est-ce que c'est formaté pour C64? Ou vous n'êtes pas sûr. Donc un exemple marquant, c'est les dizaines de disquettes de Stephen Hawking qui ont été reçues parmi les 113 boîtes d'archives par l'université de Cambridge,
Et dans ces disquettes, il y a des documents inédits. Alors parfois, il y a juste des cours ou des anecdotes, il y a des pense-bêtes, il y a des jeux aussi parfois, donc on peut en savoir un petit peu plus, si tu veux, sur ce qu'il faisait, à quoi il a joué, enfin des trucs, des données qui pourraient être perdues à jamais, si jamais on fouillait pas sur les disquettes. Et parfois, c'est pas évident. L'Institut Churchill, qui a bien fait les choses, lui, il a bien sauvegardé, fait pas mal de backups sur des disquettes 8 pouces. Il y a 200 disquettes 8 pouces à lire, à Merci. décortiquer. Bon courage, bon courage. Alors, les Le cadeau. archivistes se débrouillent, donc ils achètent des machines et des pièces sur eBay. Ils en ont des dizaines avec les logiciels d'époque. Et ils font des recherches sur les données, voilà, et puis après, ils les transfèrent, évidemment. Et l'Université de Cambridge, donc, a mis en place un projet qui s'appelle Future Nostalgia, qui vise à préserver les données des disquettes, alors toutes, en fait, finalement, même les vôtres, celles qui traînent dans le placard de papy depuis 30 ou 40 ans, ou celles de votre jeunesse, par exemple. J'ai personnellement des disquettes 3 pouces et demi formatées pour Tandy 102 que je ne peux plus lire. D'ici encore 20 ans, toutes ces disquettes en plus et ces lecteurs vont mourir par dizaines, par milliers évidemment, oui. donc ça deviendra encore plus difficile et ces données pourraient disparaître à jamais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire cette archéologie numérique maintenant ou peut-être jamais. C'est beau, c'est poétique tout autant qu'effrayant en fait. Je ne sais pas quelles données hyper sensibles on pourrait imaginer perdre sur des supports comme ça, au-delà de l'aspect historique que ça représente. Je ne sais pas, tu vois, s'il y a des clés spécifiques pour des entreprises, je ne sais pas. On ne s'en rendra compte peut-être que trop tard. On termine avec une rubrique jeux vidéo. On en sait un peu plus sur la future PlayStation, la PlayStation 6. Et oui, on commence à avoir des infos. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'intelligence artificielle va faire largement partie des évolutions, j'ai l'impression. À la clé, des meilleures optimisations et surtout, enfin, du path tracing. On ne parle même plus de ray tracing, mais de path tracing, donc un rendu de lumière encore plus réaliste. Oui. Bah, enfin, alors bon, on quitte le passé lointain, le passé antique, Ah oui, pour aller dans le turfu dans l'avenir. avec Ah Marc ouais. Cerny et Jack Yoon. Jack Yoon, en gros, c'est le responsable des GPU chez AMD, quoi, partie graphique. Et ils vont nous parler de la PS6, enfin viteuf quand même, parce que c'est pas vraiment la PS6. Ils parlent de la coopération entre Sony et AMD Ouais. pour l'évolution des puces graphiques et du Ouais, c'est machine pareil. learning chez AMD, et ça s'appelle le projet Amethyst, Ouais. qui devrait déboucher sur une puce pour la PS6, mais bon, on n'en est pas vraiment là. Ils sont vraiment très contents de travailler ensemble, ça fait plaisir à Ils voir. sont très Oh là enthousiastes tous là, les t'as deux. vu? Mais ils se Ils sont sourient, copains. oh là là, C'est naturel en on plus. dirait 2 jeunes mariés. T'as vu les regards qui se lancent? On se croirait dans le machin Oui. à l'aveugle, là, tu sais, le truc, je sais pas quoi, avec Teddy Riner. Enfin bon, bref, ils se Ah, je sais pas concentrent ça. sur Pas la ref. si, c'est le truc de rencontre, pour le meilleur et à l'aveugle, non? C'est un truc comme ça? Oh, je Sur regarde pas du tout. Netflix, bon, c'est pas grave, on s'en fout. D'accord, mais je regarderai par Et contre. OK. non, te sens pas obligé. Mais bref, ils se concentrent sur 3 améliorations et à chaque fois de manière très vague finalement, tout compte fait. Le Ouais. premier, c'est donc la première amélioration, ce J'ai serait rien compris le moi. Neural Arrays. Alors, Ouais. pas vous dire très précisément ce que c'est, parce que là, ils l'ont pas précisé de manière très, voilà, c'était pas très précis. La manière dont ils le présentent, c'est globalement de faire plus et mieux communiquer les cœurs de calcul. Alors, est-ce qu'ils parlent des shaders? Apparemment, ils parlent des shaders, j'ai l'impression. Parce que l'architecture classique, en une multitude de petits cœurs qui calculent dans leur coin, c'est pas toujours optimal, il y a un qui disent, pour faire du machine learning, quoi. Alors précisément, ce qu'ils connectent avec quoi, pourquoi, c'est pas dit. Ils visent, ça c'est clair, plus de machine learning pour le rendu graphique. Ils disent que la manière Ouais. actuelle de rendre les images en 3D ne scale pas, qu'on est trop dans les rendements décroissants en gros, que faire significativement mieux demanderait beaucoup trop de tout, de calcul, de mémoire, tout ça. Et le machine learning permet d'aller plus loin et d'aller plus loin pour être plus efficace. Bon, tout ça n'est pas très étonnant, puisqu'évidemment, l'upscaling, la génération de frames, c'est devenu la base. Et la Mmh. plupart des pixels vus par les joueurs aujourd'hui sont en fait générés par du machine learning et pas de la 3D. Nvidia, de son côté, d'ailleurs, nous saoule avec son rendu neural depuis un bon petit moment. Et effectivement, ça va au-delà juste des pixels. On se souvient qu'Nvidia fait la démo à la dernière GTC de rendu neural, comme ils disent, avec, par exemple, de la compression de texture en neural, mais aussi avec des matériaux très compliqués qui sont en fait rendus par des petits modèles de deep learning et qui sont aussi beaux que voilà, les vrais, mais qui consomment énormément moins de calculs. Donc en fait, l'idée, c'est d'exécuter des tout petits modèles de deep learning vraiment au moment du rendu pour tel ou tel effet, par exemple. Mmh. Et donc, je pense qu'on est totalement dans cette optique pour AMD, sauf que c'est beaucoup moins clair, parce qu'au lieu de faire des belles démos qui claquent avec des belles images, ils nous font des schémas en bois, il faut des schémas en carton avec des trucs qu'on comprend rien, quoi.
Donc le Neural Array semble être une architecture de shader revisitée qui serait plus à même de supporter des calculs plus lourds et plus génériques que les traditionnels pixel shading, quoi. En gros, le GPU sera moins optimisé 3D, parce que c'est vrai que les shaders, ils sont quand même habitués à manipuler des vecteurs en 4 dimensions, quoi, globalement. Et puis, voilà, ils sont vraiment faits pour ça. Peut-être qu'on peut imaginer, effectivement, de grouper les shaders pour qu'ils fassent des calculs sur des plus gros vecteurs, pour faire des calculs sur des plus grosses matrices, donc devenir des moteurs de calcul arithmétique intensifs et plus flexibles, on va dire. Alors le deuxième point, en fait, il est encore plus flou, puisqu'en fait, il est question de nouveaux Radiance Core qui s'occuperont de faire du ray tracing. Super. Sauf que les consoles actuelles, elles font déjà du ray tracing, les RTX, elles font du ray tracing depuis très très longtemps, et donc les QRRT, ils s'occupent déjà de pas mal de trucs. Et donc, je comprends pas très bien ce que font les Radiance Core en plus. Parce que ils font une différence entre ray tracing et path tracing. Alors, ils sont très gentils, mais je veux dire, techniquement, c'est exactement la même chose. Alors, évidemment, visuellement, le ray tracing, c'est plutôt pour les réflexions dans les vitres, les trucs et tout comme ça, alors que le path tracing, c'est vraiment pour le transport de la lumière D'accord. et les ombres et les éclairages indirects et les choses comme ça. Mais je veux dire, les deux consistent à suivre des rayons à travers une scène. Hein. Techniquement, je vois pas trop la différence en vrai. Alors, Jack Ewing nous dit que les Radiance Core se chargeront du Ray Traversal, c'est-à-dire la phase où on regarde quel rayon chope quel triangle, quoi. Et je veux dire, ERT Core classique, c'est déjà ce que ça fait. Hein. Ah non, mais ça me rassure parce que j'avais l'impression de manquer quand même quelque chose, mais tu es en train quand même de nous souligner que le ray tracing et le path tracing, a priori, c'est un peu pareil, non? C'est exactement la même chose, hein. Techniquement, c'est exactement la même chose. D'accord, ça me rassure. Je pensais manquer de culture sur ce sujet. Très bien. Techniquement, de toute façon, ray tracing ou path tracing, c'est on voit des rayons dans une scène, et il faut savoir quel rayon touche quel triangle. Donc pour ça, tu as une structure d'accélération avec des bounding box qui sont plus ou moins précises et qui peuvent être tournées ou pas tournées. Ça dépend des architectures. Mais globalement, on a donc une structure d'accélération qui est donc ces trucs structurés. On les utilise pour accélérer, en fait, parce que ça accélère le calcul, parce qu'en fait, les rayons, on peut très rapidement savoir quelle boîte elle touche et quelle boîte elle touche pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ray traversal, c'est-à-dire qu'on va traverser cette structure d'accélération. Et ça, les RT Core savent déjà l'accélérer, hein, c'est heureusement, quoi. Et ensuite, on va tester les intersections. Donc, une fois qu'on a trouvé la boîte, dans la boîte, il y a plusieurs triangles. Et puis, on va essayer de chercher donc quel triangle on chope et quel point du triangle on chope. Donc, l'intersection triangle-rayon. Et ça, les QRT, ils font aussi les calculs intersection triangle-rayon, quoi. Donc, je vois pas exactement... Bon. Non, il y a absolument... Enfin, je veux dire... Mais ça fait classe, en tout cas, le path tracing. Ça fait très, très classe. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils annoncent des cœurs de ray tracing améliorés, en gros. Ouais. Et puis voilà, mais techniquement, je vois pas vraiment la grosse nouveauté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un point, c'est que j'ai l'impression que le ray tracing tel qu'on l'a décrit, il a du mal à s'incarner sur la PlayStation dans la plupart des jeux quand on veut garder un peu de fluidité et qu'on n'est pas sur la PS5 Pro. C'est parce que les QRT des GPU de la PlayStation, ils puent, hein, c'est tout. Hein. Voilà, donc en fait, ils vont faire juste des cœurs qui sont adaptés, c'est tout. Les cœurs ray tracing des RTX ont toujours été... Enfin, disons... Okay. Les cœurs ray tracing des RTX ont été meilleurs très très longtemps. Alors ça s'est amélioré chez AMD si tu veux, mais clairement c'est juste que les cœurs des GeForce sont juste bien meilleurs, des GeForce actuels, hein, je veux dire, hein, sont bien meilleurs que les cœurs RT des GeForce qu'il y a dans la PlayStation 5. C'est tout. Hein. Très bien. Donc bon, de ce point de vue-là, voilà, c'est juste ça, quoi. Et donc, en gros, on peut imaginer que la PlayStation 6 fera aussi bien que des PC équipés de 5080. Bon, ok, c'est super, mais je veux dire, bon, voilà, c'est heureusement, quoi. Le troisième point est plus clair. On peut voir un peu plus clairement le bénéfice. C'est la compression généralisée. Donc, sur une carte AMD, mais comme sur une carte NVIDIA, hein, c'est pas les seuls à faire ça, quand le GPU échange des données graphiques, des images, en fait, des données d'images avec la mémoire, elle le fait de manière compressée. Quand elle crée une image dans le frame buffer, par exemple, ou qu'elle lit des données textures, elle ne lit pas les couleurs directement, elle lit les différences entre les couleurs. Et en fait, s'il n'y a pas de différence, elle ne lit rien, quoi. On ne fait pas passer les données s'il n'y a pas de différence. Donc ça prend moins de place, et surtout, ça demande moins d'aller-retour en mémoire. Évidemment, ça économise de la bande passante. Et ça, c'est très important, parce que c'est très cher, la bande passante, et c'est difficile, dans une console de jeu, de demander des mémoires ultra rapides. Hein. C'est pas des GPU Pro, quoi. D'où l'idée d'étendre la compression aussi à d'autres types de données, tous. Et c'est ce qu'ils appellent la compression universelle. Alors, a priori, donc, toutes données, quelles qu'elles soient, seront compressées et donc voilà, dans mémoire, et donc elles permettraient d'économiser espace et bande passante encore plus qu'avant. Cela dit, là encore, il n'y a absolument aucun détail sur quelles sont ces données, comment elles seront compressées, à quel point. C'est magique. Et à quel point ça vaut le coup. Parce que si les GPU modernes, elles compressent les textures,
c'est parce que c'est ce qui prend le plus de place, hein, tout simplement. Hein. Les textures en 4K, ça prend de la place de la VRAM, quoi. Et donc, les compresser, évidemment, c'est très, très avantageux. Bon, on verra. Compresser le reste, pourquoi pas, hein, c'est sans doute très bien. Après, je sais pas à quel point ça fera exploser la bande passante effective. Il faudra voir, quoi. Bon, c'est ça le troisième point dont ils ont parlé. Et c'est tout, quoi. Donc alors, tout ça est déjà en route, mais en simulation. Donc là, en fait, ils sont en train d'émuler leur nouvelle architecture. Bon, c'est normal, hein, il faut toujours passer par là. Mais après, il n'y a pas de puce. Il n'y a aucun prototype, il n'y a pas de puce matérielle, il n'y a rien qui existe encore, donc on ne s'enflamme pas. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne verra pas une puce fonctionnelle qui implémente tout ça, tout Amethyst là, avant au moins, je sais pas, 2 ans peut-être. Donc la PlayStation 5 a encore de belles années devant elle et vous en entendrez des rumeurs encore pendant quelques temps avant une 6e itération. Moi, ce que je remarque au passage, Guillaume, c'est qu'en arrière-plan, nos deux zigotos, là, ils ont des PlayStation 5 verticales et tu nous avais bien avertis, hein, c'est pas très bon. Donc voilà, faudra pas qu'ils soient surpris si c'est des PlayStation 5. Alors, après, elles sont éteintes, je pense, et elles tournent pas, donc ça va. On peut les laisser verticales si elles tournent pas, mais bon, bref. On va terminer parce qu'il y a un truc hyper important, Guillaume, il y a Minecraft 2 qui va prochainement arriver. Oui, Minecraft 2, mais au cinéma. Ce n'est pas un Minecraft 2. C'est un Minecraft 2, le film. Et oui, je sais pas si tu as vu Minecraft, le film. Moi, j'ai fait ça. Oui, j'ai vu le 1, je l'ai vu au cinéma avec mon fils. On a adoré. Enfin, on a adoré. On a passé un très bon moment. Voilà, je vais le dire autrement. Ouais, bon, enfin, ça casse pas trois pattes un poulet. Mais Mon fils c'est a vrai adoré. que globalement, c'est quand même plutôt pour les plus jeunes, on va dire. Bah oui. Mais bon, c'était pas. Ouais, ça se laissait regarder, quoi. En tous les cas, si vous avez aimé, vous serez très content d'apprendre qu'il y a une suite prévue pour le 23 juillet 2027. J'espère que cette fois, il y aura Alex, puisqu'on voit... Ah oui, non, mais je vais pas spoiler. Zut. Faut pas que t'en dises trop. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode et puis surtout la tenue d'un épisode quand on est un peu enrhumé, quand on est un peu malade. Je vous assure que c'est vraiment pas évident. Je crois que j'ai diffusé l'épisode dans la voix de Guillaume, mais on m'avait posé la question de comment on fait pour gérer sa santé quand on est créateur de contenu, quels sont les impacts. C'est vrai qu'on redoute un peu, hein, je pense que tu es comme moi, Guillaume, on redoute un petit peu le fait d'avoir des rhumes, et les saisons hivernales sont jamais très réjouissantes parce qu'il y a toujours des passages où, malheureusement, quand on veut être régulier comme on l'est avec Tech Café, on se retrouve à faire des épisodes, que ce soit en préparation, c'est une chose, mais aussi en enregistrement, quand on a la gorge fatiguée, c'est pas toujours très agréable. Donc vraiment, double merci, Guillaume, pour cet épisode. Il est temps de te demander cette éternelle question, où on te retrouve? Moi, on va me retrouver sur Le Bon Coin en train de chercher un lecteur de disquette pour Tandy 102. Eh oui, bien sûr. Et force à moi, parce que ça a l'air assez rare, on va dire. Oui, tout à fait. Je regardais de temps en temps, moi, s'il n'y avait pas des Apple Vision Pro sur Le Bon Coin. Ça reste trop cher, hein, ça reste quand même beaucoup trop cher d'occasion. Mais je regarde, c'est pas le même délire. Ah, c'est pas le même délire, effectivement. On n'est pas sur la même quantité de données et la même puissance et la même génération. Bon, les tiens, ils marcheront, parce que quand tu achètes un lecteur de disquette sur Le Bon Coin, c'est la roulette. Hein. C'est vrai, j'imagine. J'y avais pas pensé, les mecs, ils vont pas faire toutes les vérifications nécessaires. Bon, merci beaucoup. Retrouvez-moi alors sur Discord, évidemment. Hein, vous pouvez discuter entre vous et avec nous, et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir aborder les sujets qui tournent autour de la tech, mais aussi d'autres choses. Et puis, retrouvez-moi aussi sur YouTube. Et en particulier, chaque vendredi matin, maintenant, de 10h à midi, un petit live pour parler soit de sujets tech, soit d'autres divertissements. J'affine un petit peu le format semaine après semaine avec vos retours. Donc, si jamais vous avez envie, là aussi, de me partager vos impressions, vos retours, rendez-vous sur YouTube ou Twitch le vendredi matin de 10h à midi. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Oh, et puis attention, la chanson. Voilà. Allez, à très vite. Ciao à toutes. À très bientôt. Ciao. Quand je rentre à la maison, avec ou sans chanson, je pense à Patreon. C'est mon petit bouton pour soutenir Tech Café et jamais rien manquer. Un clic, une passion, je pense à Patreon. Quand je rentre à la maison, avec ou sans chanson,